Une jeune fille aperçoit un garçon piégé dans une voiture en feu. Le père milliardaire assiste à toute la scène et sa vie en est changée à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le téléphone d'Edward Caswell se mit à sonner à 6 heures du matin. Il se leva machinalement, attrapant déjà l'appareil. C'est ainsi que sa journée débutait, toujours dans l'urgence. « Papa ?» Benji apparut à la porte de la chambre, serrant son ours en peluche. Âgé de 4 ans, les cheveux en bataille, les yeux encore ensommeillés. « Salut champion, pourquoi es-tu levé si tôt ? Tata Marina n'est pas venue. J'ai soif. » Marina, la babysitter. Edward se souvint de son appel de la veille, elle avait une forte grippe et serait absente pendant au moins une semaine. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Sarah, sa secrétaire. « Monsieur Caswell, désolé de vous déranger si tôt. Le client japonais a appelé, ils doivent avancer la réunion à 9 heures. » 9 heures ? Mais c'était prévu pour 11 heures. Je sais, monsieur, mais leur PDG a réussi à avoir un vol plus tôt. C'est à prendre ou à laisser. Edward regarda Benji. Le garçon se frottait les yeux, encore à moitié endormi tout en se tenant debout. D'accord, Sarah, confirmez avec eux. Je serai là avant 9 heures. Le service juridique vient d'envoyer les dernières modifications du contrat. Ils ont besoin de votre approbation avant la réunion. Envoyez-moi tout par email, je vérifierai en chemin. Il raccrocha et prit Benji dans ses bras. Le garçon posa sa tête sur l'épaule d'Edward. Prenons le petit déjeuner, et ensuite papa t'emmènera à l'école. Je ne veux pas aller à l'école, je veux rester avec toi. Je sais, mon fils, mais papa doit travailler. C'est une journée très importante. Il prépara rapidement le petit déjeuner, céréales, lait, jus. Benji mangeait lentement, somnolent presque au-dessus de son bol. Edward profita de ce temps pour consulter ses emails, vérifier des chiffres et préparer ses arguments. 50 millions de dollars. L'avenir de l'entreprise dépendait de cette réunion. Papa, tu ne manges rien ? Papa mangera plus tard. Maintenant, allons-y, je dois te préparer. Il aida Benji à enfiler son uniforme scolaire. Le garçon était si endormi qu'Edward l'habilla pratiquement comme une poupée. Il attrapa le sac à dos et la boîte à déjeuner, puis descendit au garage. Monte dans la voiture, Benji. Le garçon grimpa et s'installa dans son siège auto. Edward attacha soigneusement la ceinture de sécurité. Benji fermait déjà de nouveau les yeux. Papa, je peux dormir encore un peu ? Bien sûr, champion. Dors, je te réveillerai à l'école. Benji serra son ours en peluche contre lui et s'endormit instantanément. Edward ferma doucement la portière arrière pour ne pas faire de bruit. Il monta dans la voiture et démarra le moteur. La climatisation créa une ambiance fraîche et agréable. Il sortit du garage juste au moment où le téléphone sonna de nouveau. Caswell, c'est Peterson. Avez-vous examiné les chiffres du 3e trimestre ? Oui, monsieur. Tout est prêt pour la présentation. Parfait. Ce contrat est vital, comprenez-vous ? Nous ne pouvons pas le perdre. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. La circulation était chaotique. Des travaux sur l'avenue principale obligeaient à faire un détour. Edward emprunta des rues secondaires, le GPS recalculant constamment. Chaque minute comptait. D'autres appels, problèmes au service des ventes, questions des RH, approbation d'un achat d'urgence. Edward gérait tout en conduisant, son esprit partagé en mille. Il arriva enfin dans le quartier des affaires. Des tours de verre et d'acier s'élevaient vers le ciel. Son bureau se trouvait au 20e étage de l'un des immeubles les plus modernes. Le parking privé était fermé. Un panneau de maintenance en bloquait l'entrée. « Parfait », murmura-t-il en cherchant une alternative. De l'autre côté de la rue, il y avait un parking public, complètement exposé au soleil, sans aucune couverture, sans ombre. Il trouva une place et se gara. Il était 8h50. 10 minutes pour atteindre la salle de conférence. Il coupa le moteur, attrapa sa mallette, son ordinateur portable et son téléphone. Il vérifia qu'il avait tous les documents. Il sortit de la voiture, ferma la portière et la verrouilla avec la télécommande. Bip bip. Puis il courut vers l'immeuble. Edward Caswell était connu pour sa concentration absolue. Quand il entrait en mode travail, le monde extérieur disparaissait tout simplement. C'était ce trait de caractère qui l'avait mené au sommet. C'était aussi ce qui lui faisait oublier tout le reste, y compris son fils de 4 ans endormi sur la banquette arrière.
Il entra dans l'immeuble et prit l'ascenseur. Sarah l'attendait avec du café frais et les derniers documents à signer. Sont-ils déjà là? Oui, monsieur. Ils sont dans la salle de conférence. Parfait. Aujourd'hui, nous allons marquer l'histoire. La réunion commença ponctuellement à 9 heures. 3 cadres japonais, sérieux, formels, de redoutables négociateurs. Édouard présenta des chiffres, des projections, des garanties. Ils questionnèrent chaque détail. 1 heure passa. Dehors, le soleil montait inexorablement. Le parking se transforma en une plaque brûlante, l'asphalte noir absorbant chaque rayon. Les voitures métalliques chauffaient comme des fours. À l'intérieur de la voiture d'Édouard, la température commença à monter. D'abord lentement, puis plus rapidement. L'habitacle fermé amplifiait la chaleur. Dans son sommeil, Benji s'agita, fronçant les sourcils. La sueur perla sur son front. L'inconfort s'insinuait dans ses rêves. 2 heures passèrent. La réunion restait intense. Les clauses furent négociées, les valeurs discutées, les échéances ajustées. Édouard était complètement absorbé. Rien n'existait au-delà de cette table, de ces chiffres, de ce contrat. Dans la voiture, Benji se réveilla. Sa première sensation fut une soif extrême. Sa bouche était complètement sèche. Puis vint la chaleur, oppressante, suffocante. « Papa !» Il regarda autour de lui, confus. Il était toujours dans la voiture. Mais où était papa? Pourquoi faisait-il si chaud? Papa, où es-tu? Il essaya d'ouvrir la portière. La poignée ne bougeait pas. Il tira plus fort. La sécurité enfant l'en empêchait. Il essaya l'autre portière. Même chose. Papa, sors-moi de là, s'il te plaît. La panique monta rapidement. L'air était lourd, difficile à respirer. Chaque inspiration semblait le brûler. Sa chemise était trempée de sueur. La chaleur s'intensifiait. Benji tapait sur la vitre avec ses petites mains. Il criait, pleurait. Sa voix devenait rauque. Personne ne passait. Le parking était désert sous le soleil de plomb. Au secours! Quelqu'un, au secours! Ses forces commencèrent à l'abandonner. Sa vision se brouilla, sa tête tournait. Il se recroquevilla sur le siège, pleurant doucement. De l'autre côté de la rue, Lena s'arrêta pour compter son argent. 2,30 $. Il lui manquait encore beaucoup pour payer les médicaments de sa mère. 6 ans, frêle mais déterminée, elle vendait des bonbons depuis l'âge de 5 ans. Elle n'avait pas le choix. Sa mère était malade, son père absent. C'était elle qui ramenait de la nourriture à la maison. Une odeur étrange lui parvint au nez. Caoutchouc brûlé, plastique fondu. Lena suivit l'odeur. Elle venait du parking. Elle traversa la rue, curieuse. Elle vit d'abord la fumée, de minces volutes s'échappant de sous le capot d'une voiture noire. De petites flammes commençaient à apparaître. Et puis, elle vit un mouvement à l'intérieur de la voiture. Elle courut, s'approcha. Son cœur battait la chamade. Un garçon, petit, allongé sur le siège, bougeant à peine. Non, non. Lena laissa tomber sa boîte de bonbons par terre. Elle essaya la portière. Verrouillée. Elle courut de l'autre côté. Verrouillée aussi. Elle martela la vitre. Réveille-toi. Réveille-toi. Benji ouvrit lentement les yeux. Il vit la fillette. Il essaya de parler, mais ne put pas. Les flammes grandissaient, la fumée s'épaississait. Il n'y avait plus de temps. Tiens bon, je vais te sortir de là. Lena chercha frénétiquement quelque chose pour briser la vitre. Elle trouva une pierre, trop grosse pour ses petites mains, trop lourde pour sa force d'enfant. Mais elle n'avait pas le choix. Elle souleva la pierre au-dessus de sa tête, utilisant tout le poids de son corps. Elle frappa la vitre arrière. Crac! Le verre se fissura, dessinant une toile d'araignée sur sa surface, mais résista. Lena frappa de nouveau, ses bras tremblant d'effort. Encore. Encore. Au 20e étage, Édouard vérifia sa montre. 11 heures. Messieurs, je crois que nous sommes parvenus à un accord. Sourire formel, poignée de main. Le contrat de 50 millions de dollars était conclu. Sarah, préparez le communiqué de presse. Nous venons de marquer l'histoire. Et puis, comme un coup de poing dans l'estomac, le souvenir le frappa. Benji. Dans la voiture. Seul. Depuis 2 heures. Sous le soleil. Benji. Édouard renversa sa chaise en se levant. Il sortit en courant de la pièce, laissant tout le monde stupéfait. Il ignora l'ascenseur. 20 étages. Il dévala les escaliers comme un fou.
Non, 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 s'il vous plaît, mon Dieu, non. Chaque marche lui semblait une éternité, chaque étage une torture. 2 heures. 2 heures sous le soleil. Comment avait-il pu oublier? Comment? Il franchit en trombe les portes de l'immeuble. La chaleur de midi le frappa comme un mur. Il courut vers le parking. Il vit la voiture. De la fumée s'échappant dessous le capot, de petites flammes. Et une fillette, petite, mince, désespérée, martelant la vitre arrière avec une énorme pierre. Crash! La vitre céda enfin. Des éclats volèrent partout, coupant les bras, les mains et le visage de Lena. Elle s'en moquait. Elle enfonça son bras dans le trou, se coupant encore plus profondément. Elle déverrouilla la portière. Édouard arriva juste au moment où elle ouvrait la portière. Benji! Lena tira le garçon à l'extérieur. Benji était semi-conscient, son corps flasque. Elle utilisa toutes ses forces pour le traîner dehors. « Prends-le » cria Lena. « Vite !» Édouard arracha Benji de ses bras. Le garçon brûlait de fièvre, il respirait à peine. « Benji, mon fils, ouvre les yeux, s'il te plaît. » Benji toussa et ouvrit difficilement les yeux. Il vit son père. De faibles larmes coulaient sur ses joues. « Papa, tu m'as laissé !» Ces mots anéantirent Édouard. Il serra son fils dans ses bras, pleurant ouvertement. « Je suis désolé, mon fils. Je suis tellement désolé. Papa a tout gâché. Papa a tellement tout gâché. » Des sirènes approchaient. Quelqu'un avait appelé les pompiers. En quelques secondes, la scène fut envahie de camions de pompiers. Les pompiers attaquèrent les flammes avec des extincteurs. Des ambulanciers se précipitèrent à leur côté. « Nous devons emmener le garçon immédiatement », dit un ambulancier en plaçant Benji sur un brancard. Coup de chaleur sévère, déshydratation. Nous avons besoin de perfusions urgentes. Un autre ambulancier se dirigea vers Lena. Elle était assise par terre, regardant ses bras coupés. Du sang partout. « Mon Dieu, Fiette, qu'as-tu fait ?» Il fallait le sortir, dit simplement Lena. La vitre ne cassait pas. Édouard s'agenouilla à côté d'elle alors que les ambulanciers commençaient à soigner ses coupures. « Tu as sauvé mon fils. Tu es un ange. » Lena secoua la tête. « Je ne suis pas un ange. Je suis Lena. Je vends des bonbons. » « Quel âge as-tu, Lena ?»« 6 ans. »« 6 ans. » Édouard regarda ses bras. Des dizaines de coupures, certaines profondes. Tout ça pour sauver un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré. « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu aurais pu être bien plus gravement blessé. »« Il allait mourir, » dit Lena, comme si c'était une évidence. « Je ne pouvais pas le laisser mourir. Ma mère dit toujours qu'il faut aider les autres. » Un policier s'approcha. « Monsieur, êtes-vous le père du garçon ? » « Oui. Je l'ai oublié. J'ai laissé mon fils dans la voiture pendant 2 heures. » L'officier prit des notes, son expression sévère. « Nous aurons besoin d'une déclaration complète. »« C'est très grave, monsieur. »« Je sais. Mais s'il vous plaît, la fillette ? Lena, elle a sauvé mon fils. Regardez ses blessures. Elle s'est blessée pour le sauver. » Les ambulances étaient prêtes. Benji était dans l'une, sous oxygène et perfusion. Lena était dans l'autre, les ambulanciers s'occupant toujours de ses coupures. Monsieur Caswell appela l'officier. « Vous devez décider dans quelle ambulance vous allez monter. » Édouard regarda entre les deux. Son fils avait besoin de lui. Mais cette fillette ? Puis-je aller avec les deux, s'il vous plaît ? Elle se dirige vers le même hôpital. Vous pouvez aller avec votre fils et retrouver la fillette là-bas. Édouard monta dans l'ambulance avec Benji, lui tenant sa petite main pendant tout le trajet. Le garçon dormait maintenant, les perfusions faisant déjà effet. « Plus jamais, » murmura Édouard. « Papa ne te quittera plus jamais, je te le promets. » Par la vitre arrière, il vit l'autre ambulance qui suivait. À l'intérieur, une héroïne de 6 ans qui avait tout risqué pour un inconnu. L'hôpital apparut au loin. Édouard ferma les yeux. L'image était gravée à jamais, Lena, ensanglantée mais déterminée, brisant la vitre, sauvant non seulement une vie, mais aussi son âme. Certaines dettes sont impossibles à rembourser. Mais Edward Caswell passerait le reste de sa vie à essayer. Pour Benji. Pour Lena. Pour la seconde chance qu'il ne méritait pas, mais qu'une enfant courageuse lui avait donnée malgré tout. La sirène de l'ambulance fendait la circulation comme une lame. Edward tenait la petite main de Benji, observant chaque soulèvement et abaissement de sa poitrine.
Le garçon dormait sous une légère sédation, son visage encore rouge de la chaleur extrême, mais sa respiration était stable. Les signes vitaux se normalisent, dit l'ambulancière, une jeune femme avec une queue de cheval serrée. Sa température corporelle baisse. Il a eu beaucoup de chance. Chance. Le mot sonnait faux. Ce n'était pas de la chance quand on avait failli tuer son propre enfant par négligence. Ce n'était pas de la chance quand une fillette de 6 ans avait dû risquer sa vie pour réparer votre erreur. Combien de temps est-il resté dans la voiture ? Demanda l'ambulancière en ajustant la perfusion. 2 heures, la voix d'Édouard sortit, à peine audible. Je l'ai oublié pendant 2 heures. L'ambulancière ne dit rien, mais Édouard vit le jugement dans ses yeux. Il le méritait. Il méritait bien pire. Par la petite fenêtre de l'ambulance, il pouvait voir l'autre véhicule d'urgence juste derrière. Léna était là-dedans. La fillette qui avait sauvé Benji. La fillette qui avait brisé la vitre de ses propres mains, se coupant pour sauver un enfant qu'elle n'avait jamais vu. Papa. La faible voix fit se pencher Édouard sur le brancard. Je suis là, mon fils. Papa est là. Il fait chaud ? Je sais, mais ça va aller mieux. On va à l'hôpital. La fille, elle m'a sorti. Oui, mon fils. Elle t'a sauvé. Benji referma les yeux, se rendormant. Édouard continua de lui tenir la main, tandis que les mots de son fils résonnaient dans son esprit. Papa, tu m'as laissé. 4 mots qui le marqueraient à jamais. L'hôpital apparut. Saint-Mary's Children's Hospital. L'un des meilleurs de la ville. Édouard ferma les yeux. L'image gravée à jamais, Léna, ensanglantée mais déterminée, brisant la vitre de la voiture, sauvant son enfant, sauvant son âme. Les ambulances s'arrêtèrent simultanément à l'entrée des urgences. Édouard vit Léna transportée hors de l'autre véhicule. Ses bras étaient enveloppés de bandages improvisés, tachés de rouge. Elle regardait autour d'elle avec curiosité, comme si monter dans une ambulance était une aventure. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard, elle fit un signe de la main avec sa main non blessée. Un simple geste qui l'anéantit encore plus. Après tout ça, elle se souciait encore assez pour être gentille. Nous allons emmener votre fils directement en pédiatrie, l'informa un médecin qui attendait là. Nous devons faire une série de tests. Édouard suivit le brancard de Benji à travers des couloirs blancs et vivement éclairés. L'odeur de désinfectant était forte. Infirmières et médecins se déplaçaient avec une efficacité rodée. Chacun savait exactement quoi faire. Sauf lui. Il ne savait pas comment être un père. Il l'avait prouvé aujourd'hui. Ils placèrent Benji dans une salle d'observation. Des moniteurs furent branchés, d'autres perfusions, des prises de sang, une radio du thorax pour vérifier ses poumons. Chaque procédure ajoutait du poids sur la poitrine d'Édouard. Le docteur Chen examinera les résultats, dit une infirmière. Vous pouvez rester ici avec lui. Édouard s'assit sur la chaise à côté du lit. Benji paraissait si petit au milieu des draps blancs, si vulnérable. Combien de fois avait-il manqué des moments comme celui-ci ? Combien de fois avait-il choisi le travail plutôt que son fils ? Monsieur Caswell ? Édouard leva les yeux. Un policier se tenait à la porte. Le même que celui du parking. Nous devons parler de l'incident. Édouard hocha la tête. Il savait que ça allait arriver. Il y avait des lois sur l'abandon d'enfants, des conséquences. Il les accepterait toutes. L'officier entra, ouvrant un calepin. J'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé. Édouard raconta chaque détail, la maladie de la baby-sitter, la réunion avancée, la précipitation, comment il était sorti de la voiture et avait tout simplement oublié. Vous avez oublié, répéta l'officier, d'un ton neutre. Oui. J'étais concentré sur la réunion. 50 millions en jeu. Cela me semblait la chose la plus importante au monde à ce moment-là. Et maintenant ? Maintenant. Édouard regarda Benji. Maintenant, je donnerai 100 fois cette somme pour remonter le temps. L'officier prit d'autres notes. La fillette qui a sauvé votre fils, elle a dit quelque chose d'intéressant. Édouard attendit. Elle a dit qu'elle l'avait entendu pleurer. C'est ce qui a attiré son attention. Votre fils pleurait, monsieur Caswell. Fortement. Pendant longtemps. Chaque mot était un coup de poing. Édouard imaginait le petit Benji, seul, effrayé, l'appelant, criant et pleurant, pendant que lui était assis dans une pièce climatisée à négocier des contrats. Les services de protection de l'enfance seront informés, continua l'officier. Une enquête complète sera menée. Je comprends. Il pourrait y avoir des poursuites pénales.
Négligence, abandon. Je sais. L'officier ferma son calepin. Votre chance, aujourd'hui, c'est que cette fillette a agi vite. Ces quelques secondes ont fait la différence entre la vie et la mort. Après le départ de l'officier, Édouard resta seul avec sa culpabilité. Une sensation physique, lourde, lui écrasant la poitrine. Comment en était-il arrivé là? Quand le travail était-il devenu plus important que tout le reste? Il connaissait la réponse. Après la mort de Clara. Après que le cancer eut emporté sa femme. Il s'était enseveli sous le travail. C'était plus facile de gérer des chiffres que le deuil, plus facile de conclure des affaires que de s'occuper d'un bébé qui demandait après sa maman. « Je suis désolé, Clara, murmura-t-il. J'ai tout gâché. »« Papa !» Benji se réveillait. Édouard essuya rapidement ses yeux. « Salut champion. Comment te sens-tu ? » J'ai soif. Je vais appeler l'infirmière. Papa, pourquoi tu m'as laissé ? La question vint sans accusation, juste une curiosité innocente qui la rendit encore plus dévastatrice. Papa a fait une terrible erreur, mon fils. Je pensais au travail et j'ai oublié la chose la plus importante. Le travail est plus important que moi ? Non. Édouard prit le visage de son fils entre ses mains, doucement. Non, Benji. Rien n'est plus important que toi. Papa a juste oublié ça un instant. Et j'ai failli te perdre à cause de ça. La fille m'a sauvé. Oui. Elle a été très courageuse. Elle s'est coupée, j'ai vu le sang. Je sais. Elle s'est blessée pour te sauver. Pourquoi ? Elle ne me connaissait même pas. Édouard n'avait pas de réponse. Comment expliquer l'altruisme à un enfant de 4 ans ? Comment expliquer que certaines personnes aident simplement parce que c'est la bonne chose à faire ? Certaines personnes sont spéciales, mon fils. Elles aident les autres, même quand c'est difficile. Comme maman ? Le cœur d'Édouard se serra. Oui, comme maman. Une infirmière entra avec de l'eau et du jus. Benji but lentement, encore faible. Le médecin arriva peu après avec les résultats des tests. Il est stable, annonça le docteur Chen. Déshydratation modérée, hypothermie, mais rien que nous ne puissions gérer. Nous allons le garder en observation pendant 24 heures. Et la fillette ? Léna ? Elle est soignée aux urgences. Multiples lacérations, certaines assez profondes. Puis-je la voir ? Quand ils auront terminé les procédures. Édouard attendit que Benji se rendorme, puis il alla trouver Léna. Les urgences étaient un chaos maîtrisé. Des brancards dans les couloirs, des gens qui attendaient, le bip constant des moniteurs et les conversations. Édouard demanda après elle à la réception. La fillette arrivée en ambulance, coupure au bras, nommée Léna. Chambre 3B. Mais seulement la famille. Elle a sauvé mon fils, s'il vous plaît. La réceptionniste hésita, puis indiqua la direction. Édouard trouva la chambre. Léna était assise sur le chariot brancard, les jambes pendantes, regardant, fasciné, un jeune médecin lui suturait une coupure particulièrement profonde à l'avant-bras. « Ça fait mal ?» demanda le médecin. « Un peu. Mais c'est intéressant. C'est comme de la couture, non ?» Le médecin rit. « C'est ça. Tu es très courageuse. Ma mère dit que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qu'on doit faire, même quand on a peur. » Édouard frappa à la porte. Léna se tourna et sourit en le voyant. « Salut. Le garçon va bien ?» Comme toujours, sa première préoccupation était Benji. « Oui, grâce à toi. Je suis contente. J'étais inquiète, il pleurait tellement. » Ces simples mots peignaient l'image. Benji, pleurant, seul et effrayé. Édouard déglutit difficilement. « Il pleurait beaucoup », continua Léna, concentrée sur ses sutures. « C'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai entendu pleurer d'abord, puis j'ai vu la fumée. Léna, je suis tellement désolée que tu te sois blessée. » Elle haussa les épaules. « Ce n'était pas de ta faute. La vitre était solide. Mais il fallait la casser, non ? Sinon, il serait mort. Si simple pour elle. Il fallait casser la vitre, il fallait sauver. Pas de questions, pas d'hésitation. Juste l'action. Combien de points de suture ? 38 jusqu'à présent. Certaines coupures étaient vraiment profondes. Elle a eu de la chance de ne toucher aucun tendon. La chance, encore. Le mauvais mot. Ce n'était pas de la chance, c'était un sacrifice. Ça a fait très mal quand tu as cassé la vitre ? Je ne me souviens pas. Je pensais à lui.
Tout ce dont je me souviens, c'est que la vitre ne voulait pas casser. J'ai dû frapper plusieurs fois. Édouard imagina la scène, Léna, 6 ans, frappant une vitre de voiture avec une lourde pierre, chaque coup plus urgent que le précédent, le feu se rapprochant, le temps filant. Ta mère sait que tu es ici? Non. Elle est malade. Elle ne peut pas sortir du lit. Malade comment? Tout, fièvre. Ça fait un moment. Et c'est toi qui t'occupes d'elle? Oui. Je fais la cuisine, je lui donne ses médicaments. Je vends des bonbons pour acheter des choses. Le médecin termina le dernier point, appliqua des pansements et donna des instructions pour les soins. Elle doit revenir dans une semaine pour faire enlever les points. Garder sa propre et sec, d'accord? D'accord, dit Léna en examinant ses bras bandés. Ça a l'air cool. On dirait une momie. Une infirmière arriva avec les papiers de sortie. Où est le tuteur? Ma mère est malade, expliqua patiemment Léna. Elle ne peut pas venir. Mais ma chérie, tu ne peux pas partir seule, tu es mineure. Je suis venue seule. Je suis toujours seule. L'infirmière regarda Édouard, perdu. Êtes-vous un parent? Non, mais... Édouard regarda Léna. 6 ans, seule au monde, s'occupant d'une mère malade, vendant des bonbons pour survivre. Pourtant, quand elle avait vu un enfant en danger, elle n'avait pas hésité. Je serai responsable d'elle. Monsieur, nous ne pouvons pas laisser sortir une mineure avec un non-parent. Elle a sauvé mon fils. Elle s'est blessée en le faisant. S'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Je vais appeler les services sociaux. Pendant qu'ils attendaient, Édouard s'assit à côté de Léna. Ça doit faire mal. Ça faisait plus mal avant. Une fois, je me suis coupé le pied sur un éclat de verre, très profond. Ma mère l'a recousu avec du fil ordinaire, à la maison. Ça faisait plus mal que ça. Tu n'es pas allé à l'hôpital? L'hôpital, c'est cher. On se débrouille. Édouard pensa à toutes les fois où il s'était plaint de choses insignifiantes. La climatisation du bureau trop froide, le café pas à la bonne température. Pendant qu'une fillette de 6 ans se faisait recoudre le pied à la maison par sa mère. Depuis combien de temps vends-tu des bonbons? Depuis que j'ai 5 ans. Quand ma mère est tombée malade la première fois. Et ton père? Je n'en ai pas. Jamais eu. Ma mère dit que c'est juste nous deux contre le monde. Eux deux contre le monde. Et apparemment, ils gagnaient, malgré tout. L'assistante sociale arriva. Une femme noire d'âge moyen, des lunettes pendant autour du cou, une expression de quelqu'un qui en avait trop vu. Je suis Patricia Williams. Je comprends que nous avons une situation ici. Édouard expliqua tout, l'accident, le sauvetage, les blessures de Léna, la maladie de sa mère à la maison. Et vous voulez ramener l'enfant chez elle? Oui. Elle doit s'occuper de sa mère. Et elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Patricia examina les papiers, regardant Léna, ses bandages et Édouard. C'est très irrégulier. Mais... Elle soupira. Vu les circonstances exceptionnelles, je vais autoriser. Sous condition. Lesquelles? Vous la ramenez directement chez elle. Vous évaluez les conditions de vie. Tout signe de négligence ou de danger, signalez-le immédiatement. Et elle doit revenir pour faire enlever ses points. Bien sûr. Je ferai tout. Encore de la paperasse, encore de la bureaucratie. Édouard signa tout. Il assumait une responsabilité, pour la première fois de sa vie, une responsabilité qui n'impliquait pas d'argent. Voilà, dit Patricia. Léna, tu peux y aller avec Monsieur Caswell. Je peux voir le garçon d'abord? Demanda Léna. Édouard sourit. Bien sûr qu'elle voulait voir Benji. Allons-y. Ils retournèrent en pédiatrie. Benji était réveillé, mangeant de la gelée et regardant des dessins animés. Benji, regarde qui est venu te voir. Le visage du garçon s'illumina. La fille courageuse. Léna s'approcha, soudain timide. Salut. Tu te sens mieux? Oui. Gelée à la fraise. Tu en veux? Léna secoua la tête. Merci. Je suis contente que tu ailles bien. Ton bras te fait encore mal? Un peu, mais ça va guérir. Les deux enfants se regardèrent. Deux mondes complètement différents, unis par un moment de terreur et de courage. Merci de m'avoir sauvé, dit solennellement Benji. De rien. Tu ferais la même chose pour moi. La certitude dans sa voix surprit Édouard. Comment pouvait-elle avoir une telle foi dans les autres, alors que la vie avait été si dure pour elle?
Léna doit rentrer à la maison, dit Édouard. Mais elle reviendra te voir. Promis? Promis, répondit Édouard. Ils quittèrent l'hôpital. Édouard alla chercher la voiture. Quand il revint, Léna était assise sur le trottoir, comptant des pièces de monnaie dans le creux de sa main. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde combien j'ai perdu aujourd'hui. J'ai laissé ma boîte de bonbons sur le parking. C'était mes gains de la journée. Édouard sentit une autre pointe de culpabilité. Elle avait perdu son gagne-pain de la journée pour sauver Benji. Je vais te dédommager pour ça. Ce n'est pas la peine. Je vendrai plus demain. Léna monta dans la voiture, regardant autour d'elle avec admiration. C'est grand et propre. Où habites-tu? Côté. Tu connais? Édouard connaissait de nom. La partie de la ville qu'il évitait. Où vivaient ses employés. Où l'autre moitié existait. Je sais où c'est. Pendant le trajet, Léna montra des points de repère. La boulangerie où elle obtenait parfois du pain rassis. La station-service où elle pouvait utiliser les toilettes. Le parc où elle vendait des bonbons le dimanche. Chaque lieu était une histoire de survie, une géographie de la pauvreté qu'Édouard n'avait jamais considérée. Ici, dit-elle alors qu'il tournait dans une rue étroite. Troisième immeuble. Édouard regarda. Des immeubles d'habitation délabrés, serrés les uns contre les autres. Du linge pendant aux fenêtres. Des enfants jouant au milieu des ordures. Des chiens errants dormant sur le trottoir. C'est ici que tu vis? Oui. Troisième étage. La fenêtre avec le tissu rouge, c'est chez nous. Édouard se gara, verrouilla la voiture. Le contraste avec son monde était choquant. 30 minutes en voiture, mais on se serait cru sur une autre planète. Viens, dit Léna. Je vais te présenter à ma mère. Elle va t'aimer. Tu as l'air gentil. L'air gentil. Si seulement elle savait. Si elle savait qu'il avait failli tuer son propre fils par cupidité. Mais Édouard la suivit. Chaque pas apportait une révélation, chaque détail une accusation silencieuse d'un monde qu'il avait aidé à créer et à maintenir par son indifférence. La porte de l'immeuble était cassée. Le couloir sentait le moisi et l'urine. Les escaliers craquaient. Au troisième étage, Léna s'arrêta devant une porte à la peinture écaillée. « C'est ici », dit-elle en cherchant la clé dans une poche cachée. « Chez moi. » Édouard prit une profonde inspiration. Il était sur le point d'entrer dans un monde qu'il avait toujours ignoré. Un monde où des enfants de 6 ans étaient des héros par nécessité. Un monde dont, à partir d'aujourd'hui, il ne pourrait plus prétendre qu'il n'existait pas. La clé tourna difficilement dans la serrure rouillée. Léna poussa la porte. Elle grinça sur ses gonds. Le son résonna dans le couloir vide. « Entre », dit-elle, comme si elle l'invitait dans un palais. Édouard hésita sur le seuil. L'appartement était plus petit que son placard. Une seule pièce servant de salon, cuisine et chambre. 2 petits lits, une table en bois ébréché, une cuisinière avec seulement 2 brûleurs fonctionnels. Les murs étaient tachés d'humidité, le plafond s'écaillait par endroits. Mais c'était propre, étonnamment propre. Chaque objet à sa place. Les lits faits avec une précision militaire. Le peu de vaisselle empilée proprement. Des fleurs dans des boîtes de conserve ajoutant de la couleur à l'espace. « Maman », appela doucement Léna. « J'ai amené un visiteur. » Une voix faible vint de l'un des lits. « Qui est-ce, ma chérie ?»« C'est le père du garçon. Celui dont je t'ai parlé. » Édouard s'approcha. La mère de Léna gisait, couverte d'une couverture rapiécée mais propre. Elle paraissait avoir une trentaine d'années, mais semblait beaucoup plus âgée. Trop mince, pâle, les yeux cernés, brillant de fièvre. Commença Édouard, mais réalisa qu'il ne connaissait pas son nom. « Carmen », dit la femme en essayant de s'asseoir. « Carmen Santos. »« Madame Santos, je suis Édouard Caswell. Je suis venu parler de ce que votre fille a fait aujourd'hui. Elle m'a dit. Elle a sauvé votre garçon. » Carmen toussa, une toux sèche qui la fit se plier en 2 de douleur. « J'ai toujours su qu'elle avait un grand cœur. » Grand cœur est un euphémisme. Elle a risqué sa vie. Elle s'est gravement blessée. Édouard regarda Léna qui enlevait ses bandages pour se laver les bras. « Léna, laisse ça pour plus tard. Tu dois garder tes pansements au sec. Mais ils sont si sales et ils sentent l'hôpital. Tu pourras les changer plus tard. Laisse-les comme ça pour l'instant. » Léna fit la grimace mais obéit. Carmen suivit la conversation avec intérêt. « Vous avez le contact facile avec les enfants. Combien en avez-vous ? » Seulement Benji.
Mon fils. Celui que votre fille a sauvé. Et sa mère? Édouard hésita. La question était simple, mais la réponse faisait toujours mal. Elle est morte il y a 2 ans. D'un cancer. Carmen hocha la tête, comprenant. Alors vous savez ce que c'est d'élever un enfant seul? Non, je ne sais pas. J'ai une babysitter, une femme de ménage, un chauffeur. Ma réalité est différente. Mais la responsabilité est la même. La peur est la même. L'amour est le même. Édouard n'y avait pas pensé de cette façon. Pour lui, élever Benji était toujours une question de logistique, embaucher des gens, résoudre des problèmes. Mais la peur, l'amour, ces parties-là, il essayait de les éviter. Madame Santos, je suis venu ici pour une raison précise. Votre fille a été blessée en sauvant mon fils. Je veux vous aider. Vous n'avez pas à le faire. On se débrouille. Je sais que vous vous débrouillez. Mais je veux aider quand même. Carmen l'étudia attentivement. Édouard se sentit jugé, échouant probablement au test. Pourquoi? La question était directe, sans détour. Édouard apprécia. Parce que j'ai une dette. Une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Ma fille n'a pas sauvé votre fils pour être payée. Je le sais. C'est pourquoi la dette est impayable. Carmen toussa de nouveau, plus fort cette fois. Léna courut à ses côtés avec un verre d'eau. Bois doucement, maman. Merci, mon ange. Édouard observa l'interaction, le soin mutuel, l'amour évident entre elles. Est-ce que lui et Benji avaient ça? Ou avait-il juste une routine de convenance? Quel genre d'aide? Demanda Carmen après avoir bu. Médical, pour commencer. Vous avez besoin d'un traitement approprié. Les médecins coûtent cher. Je paierai. Soins privés. Les meilleurs. Carmen secoua la tête. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce qu'après, vous partirez. Vous retournerez à votre vie. Et nous nous retrouverons dépendantes de quelque chose que vous ne pourrez pas maintenir. La logique était implacable. Édouard réalisa que Carmen avait l'expérience des promesses non tenues. Et si je garantis que je ne pars pas? Comment? Édouard n'avait pas de réponse. Comment garantir quelque chose qu'on ne sait pas si on peut tenir? Maman, interrompit Léna. Il a l'air honnête. Paraître et être sont 2 choses différentes, ma chérie. Je sais. Mais regarde dans ses yeux. Ce n'est pas comme les autres. Carmen regarda dans les yeux d'Édouard. Un regard profond, scrutateur. Édouard se sentit nu, exposé, comme si elle pouvait voir chaque erreur, chaque défaut, chaque mensonge qu'il avait jamais dit. D'accord, dit-elle finalement. Mais doucement. Pas à pas. Bien sûr. Puis-je faire venir un médecin ici? Ici? Un médecin privé? Il fait des visites à domicile? Carmen hésita. Combien ça coûte? Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. Si, j'en ai besoin. Je veux savoir à quoi je consens. Édouard prit une profonde inspiration. Il allait donner un chiffre qui était insignifiant pour lui, mais qui serait une fortune pour elle. Environ $500 par visite. Le silence fut assourdissant. Carmen traita l'information. $500, c'était plus que son revenu de 3 mois. Mon Dieu, murmura-t-elle. Ce n'est rien pour moi, dit Édouard rapidement. Ce n'est pas un sacrifice pour moi. C'est une vie entière. La distance entre leurs mondes n'avait jamais été aussi claire. Édouard avait gagné plus que ça pendant les 2 heures où il avait oublié Benji dans la voiture. Carmen n'avait probablement jamais vu autant d'argent en un seul endroit. C'est pourquoi je veux aider. J'ai des ressources. Vous avez des besoins. C'est simple. Rien n'est simple quand il s'agit d'argent, dit Carmen. Mais d'accord. J'accepte le médecin. Parfait. Je vais l'appeler maintenant. Édouard sortit son téléphone, composa le numéro de son médecin privé, le docteur Morrison, expliqua la situation et demanda une visite urgente. Il viendra cet après-midi, annonça Édouard après avoir raccroché. Aujourd'hui? Carmen semblait effrayée. Mais je n'ai pas de beaux vêtements, et la maison est en désordre. La maison est propre. Vous êtes malade. Le médecin comprendra ça. Mais maman? Interrompit Léna. Laisse-le aider. Tu es très malade. Carmen céda. Édouard réalisa que Léna avait plus d'influence sur sa mère qu'elle n'aurait dû. Une enfant de 6 ans prenant des décisions d'adulte. J'ai besoin de quelques autres choses, dit Édouard. Nourriture, médicaments, fournitures de base.
Nous avons de la nourriture. Édouard regarda autour de lui et vit un placard presque vide. Quelques boîtes de conserve et un paquet de pâtes. Pas assez de nourriture pour une malade et une enfant. Laissez-moi apporter quelques affaires, s'il vous plaît. Cette fois, Carmen ne protesta pas. La faiblesse l'emportait sur sa fierté. Édouard transmit les détails à Léna, numéro de téléphone, heure du rendez-vous chez le médecin, instructions pour les pansements. Je serai de retour dans quelques heures, dit-il, avec des provisions et le médecin. Vous n'avez pas besoin de venir avec le médecin, dit Carmen. Il sait quoi faire. Je veux m'assurer que tout va bien. Carmen hocha la tête. Édouard se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Léna, tu dois te reposer. Tu ne peux pas aller vendre des bonbons aujourd'hui. Mais l'argent? Aujourd'hui, je m'occupe de l'argent. Toi, occupe-toi de te rétablir. Léna fit une moue de protestation, mais Carmen la coupa. Écoute-le, ma fille. Juste pour aujourd'hui. Édouard quitta l'appartement, la tête tournoyante. La pauvreté qu'il voyait n'était pas la pauvreté romancée des films. Elle était brute, réelle, digne mais désespérée. Il conduisit jusqu'au supermarché le plus proche. Pas l'épicerie bio chic où il faisait habituellement ses courses, mais un magasin ordinaire, avec des prix normaux. Il remplit 2 chariots. Nourriture nutritive, produits d'entretien, médicaments de base, fruits, légumes, viande. À la caisse, il calcula mentalement 2 cents, l'équivalent d'un repas gastronomique. Pour Carmen et Léna, ce serait de la nourriture pour des semaines. Il retourna à l'appartement, chargé de sacs. Carmen dormait. Léna l'aida à tout ranger, les yeux écarquillés d'étonnement. C'est tellement, murmura-t-elle. Ce ne sont que des produits de base. Pour nous, c'est beaucoup. Édouard comprit. La perspective était tout. Ces produits de base étaient leur abondance. Le docteur Morrison arriva à 4 heures. Un homme de 60 ans, cheveux gris, air compétent. Édouard l'accompagna à l'appartement. Mon Dieu, marmonna le médecin en voyant les conditions. C'est ici qu'elles vivent, dit simplement Édouard. Le docteur Morrison examina Carmen attentivement, posa des questions, vérifia les signes vitaux, et fit sortir Léna pendant certaines parties de l'examen. Édouard et Léna attendirent dans le couloir. Ma mère va aller bien? Elle ira. Elle s'en sort toujours. Elle est forte. Depuis combien de temps est-elle malade? Environ 2 mois. Ça a commencé par un petit rhume, puis ça s'est aggravé. Et tu t'es occupée d'elle tout ce temps, toute seule. Qui d'autre? Sa réponse, d'un ton factuel, brisa le cœur d'Édouard. Une enfant de 6 ans portant des responsabilités que la plupart des adultes ne pourraient assumer. Le docteur Morrison sortit de l'appartement 20 minutes plus tard. Nous devons parler, dit-il à Édouard. Ils descendirent dans le hall de l'immeuble. Pneumonie, dit le docteur Morrison. Avancée. Probablement causée par une infection respiratoire non traitée. Est-ce grave? C'est traitable. Mais elle est très faible, malnutrie, et son système immunitaire est compromis. De quoi a-t-elle besoin? Antibiotiques, repos absolu, nutrition adéquate. Et il hésita. Et une hospitalisation serait idéale. Au moins pour une semaine. Édouard pensa à Carmen, têtue, fière. Elle n'acceptera pas ça. Alors nous la soignons ici. Mais elle aura besoin de soins constants. Quelqu'un qui comprend les médicaments et sait quand appeler à l'aide. Sa fille a 6 ans. Exactement. Ça ne peut pas être sa responsabilité. Le docteur Morrison prescrivit des antibiotiques, des sirops, des analgésiques. Une longue liste de médicaments coûteux. Je vais tout chercher à la pharmacie, dit Édouard. Et qui les administrera? Édouard n'y avait pas pensé. Carmen pouvait à peine sortir du lit. Léna n'était qu'une enfant. Je peux engager une infirmière. Ici? Dans ce quartier? La nuit? Le médecin avait raison. Aucune infirmière privée ne viendrait ici après la tombée de la nuit. Alors, que faisons-nous? Soit elle va à l'hôpital, soit quelqu'un reste ici avec elle. Édouard regarda l'immeuble délabré, les fenêtres cassées, les couloirs sombres. Je resterai. Le docteur Morrison parut surpris. Monsieur? Je resterai ici. Et je prendrai soin d'elle. Avez-vous de l'expérience en soins médicaux? Non. Mais je peux apprendre. Et quelqu'un doit être là. Le docteur Morrison hocha lentement la tête. D'accord.
Je vais vous enseigner les bases. Mais toute aggravation, tout signe d'alarme, vous m'appelez immédiatement. » Ils retournèrent à l'appartement. Le docteur Morrison expliqua le diagnostic et le traitement à Carmen. Elle écouta en silence, encaissant. « Pneumonie, répéta-t-il. »« Traitable, » assura le docteur Morrison. « Mais elle doit suivre le traitement à la lettre. »« Et si je ne peux pas payer les médicaments ?» Édouard anticipa sa question. « J'ai déjà tout payé. » Carmen le regarda. « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? » « Parce que votre fille a sauvé mon fils. Et parce que c'est juste. » Carmen ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, des larmes y perlaient. « Merci, » murmura-t-elle. Le docteur Morrison passa encore 1 heure à expliquer les médicaments, les horaires, les signes avant-coureurs. Édouard prit des notes, posa des questions. Il voulait être sûr de comprendre. Après le départ du médecin, Édouard appela chez lui pour parler avec l'infirmière de l'hôpital où Benji était admis. « Comment va-t-il ? » « Il va bien. Il a tout mangé à midi. Il a demandé après vous plusieurs fois. Dites-lui que papa viendra le chercher demain. Et que papa apprend à être meilleur. » Il raccrocha et regarda autour de lui dans l'appartement. Il passerait la nuit ici. Par terre, très probablement. S'occupant de 2 personnes qu'il avait rencontrées quelques heures auparavant. « Vous n'étiez pas obligé de rester, » dit faiblement Carmen. « J'étais obligé. Léna ne peut pas s'occuper de vous seule. Elle l'a toujours fait. Elle n'aurait pas dû. C'est une enfant. » Carmen regarda sa fille, qui organisait les nouveaux médicaments. Elle a grandi trop vite. Tous les enfants ici grandissent trop vite, n'est-ce pas? Ceux qui doivent survivre, oui. Édouard pensa à Benji. Protégé, gâté, gardé comme un bébé. Pendant ce temps, Léna, du même âge, subvenait pratiquement aux besoins d'une famille. Ça va changer, dit-il. Quoi? Léna n'aura plus à se soucier de survivre. Du moins, pas seule. Carmen l'étudia. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas si nous sommes de bonnes personnes. Pourquoi faites-vous autant confiance? Édouard regarda Léna, attentive, préparant les fournitures comme une petite adulte. Votre fille a risqué sa vie pour l'enfant d'un inconnu. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur son caractère. Et sur le vôtre. Carmen sourit faiblement. Elle tient son entêtement de moi. Mais elle tient son courage de son père. Où est son père? Carmen ferma les yeux. Je ne parle pas de lui. Disons simplement qu'elle est mieux sans lui. Édouard respecta son silence. Chaque famille a ses secrets. L'après-midi passa lentement. Édouard aida Carmen à prendre ses médicaments et à préparer un simple bouillon de poulet. Il changea soigneusement les pansements de Léna, comme un chirurgien. À 6 heures, son téléphone sonna. Sarah, sa secrétaire. « Monsieur Caswell, où êtes-vous? Nous avons 3 réunions prévues pour demain, et... » Annulez tout, Sarah. « Monsieur? Vous m'avez entendu. Annulez tout pour la semaine. Reportez à la semaine prochaine. » Mais monsieur, le contrat Peterson a besoin. Sarah, je m'occupe de choses plus importantes que des contrats. Plus importantes que 50 millions? Édouard regarda Léna qui lisait un livre pour enfants en lambeaux à sa mère. Beaucoup plus importante. Il raccrocha. Pour la première fois de sa vie, le travail n'était pas une priorité. Quand la nuit tomba, Édouard réalisa qu'il n'avait rien apporté pour dormir. Léna apporta une vieille couverture. « C'est ce que nous avons, » dit-elle maladroitement. « C'est parfait. » Édouard s'allongea par terre, à côté du lit de Carmen. La couverture sentait légèrement l'adoucissant bon marché, mais elle était propre. « Monsieur Caswell, » appela doucement Carmen. « Édouard. Appelez-moi Édouard. »« Édouard, merci. Pour tout. Merci à vous. De m'avoir montré ce qui compte vraiment. » Carmen s'endormit peu après, épuisée par les médicaments. Léna resta éveillée plus longtemps, se chuchotant des histoires. Édouard fixait le plafond taché, pensant à sa maison vide, à Benji seul à l'hôpital, à toutes les occasions manquées d'être un vrai père. Demain, il irait chercher Benji. Il l'amènerait ici. Il laisserait les 2 enfants mieux se connaître. Il commencerait à construire quelque chose qu'il n'avait jamais su vouloir. Une vraie famille. Même si c'était une famille improbable, créée par la tragédie et maintenue par la gratitude. Le sommeil vint lentement. Mais quand il arriva, Édouard dormit sur le sol dur avec une conscience plus claire qu'il ne l'avait eue depuis des années. Dehors, la ville continuait de tourner,
Les entreprises fermaient des accords, l'argent changeait de main. Le monde qu'il connaissait suivait son cours implacable. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, quelque chose de plus grand naissait. Quelque chose qui n'avait pas de prix. Quelque chose qui ne pouvait être ni négocié ni acheté. Quelque chose qu'une fillette courageuse avait semé en brisant une vitre de voiture et en sauvant plus d'une vie. Elle avait sauvé une âme. Édouard traversa la ville avec Benji à ses côtés, de retour de l'hôpital. Il avait promis à Léna qu'il rendrait visite en fin d'après-midi. Benji était excité de voir sa nouvelle amie. « Papa, est-ce que Léna aimera le dessin que j'ai fait pour elle ? Elle va adorer, champion. » La journée avait été normale. Les réunions avaient été annulées, mais il avait réussi à traiter quelques affaires urgentes par téléphone. Pour la première fois, le travail ne dominait pas complètement ses pensées. Ils s'arrêtèrent dans un magasin de jouets en chemin. Benji choisit un puzzle simple comme cadeau. Édouard acheta des médicaments supplémentaires. Carmen s'améliorait, mais le docteur Morrison recommandait de garder un stock. « Est-elle toujours malade ?» demanda Benji dans la voiture. « Un petit peu, mais les médicaments l'aident. » Ils se garèrent devant l'immeuble. Le quartier semblait plus familier maintenant. Édouard reconnaissait quelques visages, saluait des voisins. Il n'était plus un parfait inconnu. Ils montèrent les escaliers en parlant. Benji racontait sa matinée à l'hôpital, les derniers tests, combien il était heureux d'aller bien. Édouard frappa à la porte. « Léna ? Carmen ? » Silence. Il frappa de nouveau, plus fort. « Léna ? Carmen ?» Un faible son vint de l'intérieur. Des gémissements, des plaintes. « Léna !» Édouard essaya la poignée. Verrouillée. « Léna, ouvre la porte. »« Édouard ?» La voix de Léna arriva, tremblante et désespérée. « Evert, c'est toi ? » ?»« Oui, ouvre la porte. » Ils entendirent des pas précipités et le bruit de serrure qu'on défaisait. Léna ouvrit en ambillant. Son visage était rouge de larmes. « Evert, Dieu merci, tu es là. Ma mère, elle est si malade. » Édouard se précipita à l'intérieur. L'appartement était en désordre. Médicaments éparpillés sur le sol, serviettes ensanglantées. Carmen gisait sur le lit, inconsciente, respirant difficilement. « Mon Dieu, depuis combien de temps est-elle comme ça ? » « Depuis ce matin, sanglota Léna. Je me suis réveillée et elle crachait du sang. Tellement de sang. Elle n'arrête pas. » Édouard s'approcha du lit. Carmen était très pâle, une sueur froide sur la peau, la respiration superficielle et rapide. « Tu as appelé quelqu'un ? » ? « Je ne connais pas le numéro du docteur. Je n'ai pas de téléphone. J'ai pensé demander aux voisins, mais... » « Mais quoi ? » ? « Ils ne nous aiment pas. Ils pensent qu'on est un problème. » Édouard sentit la colère monter. Une fillette de 6 ans, seule face à une urgence médicale, regardant sa mère mourir, et sans personne pour l'aider. « Benji, reste ici avec Léna. Je vais garer la voiture au plus près de la porte. »« Elle va mourir ?» demanda Léna, désespérée. « Non. On l'emmène à l'hôpital, maintenant. » Édouard dévala les escaliers. Il amena la voiture à l'entrée de l'immeuble. Il remonta. Carmen s'était aggravée. Sa respiration encore plus faible. « Léna, aide-moi à la lever. » Ils travaillèrent ensemble pour habiller Carmen. Léna connaissait chaque mouvement et soin nécessaire. Elle avait fait ça toute la matinée, seule. « Tu lui as donné des médicaments ? » ? « J'ai essayé. Elle a tout vomi. » Carmen répondait à peine quand on lui parlait. Édouard la porta dans les escaliers. Léna tenait la porte ouverte, guidant le chemin, anticipant les difficultés. Dans la voiture, Léna s'assit à l'arrière, la tête de sa mère sur ses genoux. « Reste avec moi, maman. Édouard va t'emmener à l'hôpital. Tu vas guérir. » Édouard conduisait aussi vite qu'il le pouvait. Dans son rétroviseur, il voyait Léna chuchoter des mots d'encouragement, essuyant doucement le visage de sa mère. « Depuis combien de temps t'occupes-tu d'elle seule ?» demanda-t-il. « Toujours. Mais aujourd'hui, c'était pire. Beaucoup pire. Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide plus tôt ? » « À qui ? Je n'ai personne. » La simple phrase brisa le cœur d'Édouard. Un enfant confronté à une urgence médicale, complètement seul. L'hôpital Saint. Mariès était bondé. Édouard s'arrêta devant l'entrée des urgences et klaxonna pour attirer l'attention. « Au secours ! Urgence médicale !» Une équipe sortit avec un brancard. Ils virent Carmen et agirent immédiatement. « Que s'est-il passé ?» demanda une infirmière. «
Pneumonie. Elle est sous traitement depuis 2 jours, mais s'est aggravée radicalement aujourd'hui. Qui est le médecin traitant? Le docteur Morrison? Ils emmenèrent Carmen à l'intérieur. Edward, Lena et Benji attendirent dans le hall. Lena tremblait. De froid, de peur, d'épuisement. Tu as passé toute la journée à t'occuper d'elle, seule. Oui. Je me suis réveillée et elle crachait du sang. J'ai cru qu'elle allait mourir. Tu as été si courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. J'avais si peur. Benji s'approcha de Lena et lui offrit le dessin qu'il avait fait pour elle. J'ai fait ça pour toi, pour que tu te sentes mieux. Lena prit le papier. Un dessin de 2 enfants se tenant la main et souriant. C'est nous, expliqua Benji. Maintenant, on est amis. Lena sourit pour la première fois de la journée. Le docteur Morrison arriva 40 minutes plus tard. Son expression sérieuse confirmait leur pire crainte. Comment va-t-elle? Edward se leva. Critique. La pneumonie a évolué en septicémie. L'état est bien pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Lena. Le docteur Morrison s'agenouilla pour lui parler. Ta mère est très, très malade. Plus qu'hier. Elle va devoir rester à l'hôpital longtemps. Combien de jours? Au moins 1 semaine. Peut-être 2. Peut-être plus. Lena encaissa l'information en silence. Edward vit la panique grandir dans ses yeux. Et si elle ne guérit pas? Demanda doucement la fillette. Nous ferons tout notre possible. Ta mère est forte. Mais si ce n'est pas assez? Le docteur Morrison chercha de l'aide auprès d'Edward. Comment expliquer la mortalité à une enfant de 6 ans? Lena, Edward s'agenouilla à côté d'elle. Ta mère va se battre. Les médecins vont se battre. Et nous serons là pour elle. Et moi? Si elle ne revient pas, où est-ce que j'irai? La question qu'Edward avait anticipée. Pourtant, elle le frappa comme un coup de poing. Avec moi, dit-il sans hésitation. Comment? Tu vivras avec moi. Dans ma maison. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Même si c'est pour toujours? La question était trop directe, trop honnête. Edward regarda cette fillette courageuse qui avait passé toute la journée à s'occuper de sa mère, seule. Même si c'est pour toujours. Le docteur Morrison les interrompit. Puis-je vous parler en privé? Demanda-t-il à Edward. Ils laissèrent les enfants dans le hall et s'éloignèrent dans un couloir. La situation est grave, dit doucement le docteur Morrison. Plus grave que ce à quoi je m'attendais. Pourrait-elle mourir? Elle pourrait. La septicémie est imprévisible. Parfois, elle réagit rapidement au traitement. Parfois non. Exactement. Vous devez être prêt à vous occuper de la fillette si le pire arrive. Edward regarda par la fenêtre Lena qui consolait Benji parce qu'il était triste pour elle. Je suis prêt. Légalement, ce sera compliqué. A-t-elle d'autres parents? Aucun que je connaisse. Je parlerai aux services sociaux. Nous faciliterons le processus si nécessaire. Ils retournèrent dans le hall. Lena les regarda, pleine d'attente. Je peux voir ma mère? Quelques minutes, accepta le docteur Morrison. Ils emmenèrent les enfants à l'unité de soins intensifs. Carmen était connectée à plusieurs machines, mais consciente. Maman. Lena s'approcha lentement. Salut, mon ange. Sa voix était faible, mais attentionnée. Comment te sens-tu? Mieux, maintenant que tu es là. Tu m'as fait si peur aujourd'hui. Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Lena tenait doucement la main de sa mère. Edward a dit que je pouvais rester chez lui. C'est une bonne idée. Tu seras en sécurité là-bas. Mais je veux être avec toi. Je sais. Mais ce n'est pas un endroit pour un enfant. Chez lui, tu pourras jouer, dormir, manger correctement. Carmen regarda Edward. Merci. Pour tout. Pas besoin de me remercier. Si, j'en ai besoin. Vous êtes entré dans nos vies comme un ange. Votre fille est l'ange. Elle m'a appris plus en 2 jours que je n'ai appris en des années. Ils durent partir, les heures de visite se terminant. Lena dit au revoir à sa mère, promettant de revenir le lendemain. Dans la voiture, les enfants étaient silencieux. Benji, parce qu'il sentait la tristesse de son ami. Lena, parce qu'elle assimilait tout ce qui s'était passé. Tu as eu très peur aujourd'hui? Demanda Edward. Très. J'ai cru qu'elle allait mourir sous mes yeux. Mais tu as tout fait correctement. Tu t'es occupé d'elle, tu lui as donné des médicaments, tu l'as mise à l'aise.
Ça ne me semblait pas suffisant. C'était plus que ce qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire. Ils arrivèrent chez Édouard alors que le soleil se couchait. Léna sortit lentement de la voiture, observant tout avec des yeux neufs. « Je vais vivre ici ? » ?»« Oui. Aussi longtemps que tu le voudras. Même si ma mère... » »« Même alors. » Ils entrèrent par la porte d'entrée. Cette fois, Édouard voulait que Léna se sente comme une invitée, pas une urgence. « Waouh !» murmura-t-elle en regardant le hall d'entrée. « C'est plus grand que dans mes souvenirs. Tu veux voir ta chambre ?» Ils montèrent à l'étage et Édouard ouvrit la porte de la chambre d'amis. « Ce sera ta chambre. » Léna entra lentement. Le lit était fait avec des draps propres, des serviettes douces attendaient dans la salle de bain. Il y avait même des fleurs dans un vase. « Rosa a préparé ça pour toi, » expliqua Édouard. « Qui est Rosa ? » La femme de ménage. Elle vient nettoyer quelques jours par semaine. Elle sait que je vais rester ici ? Elle le sait. Et elle est contente. Elle a dit, la maison était trop silencieuse avec seulement des hommes. Léna se dirigea vers le lit et passa la main sur la couette. C'est doux. Essaie de t'allonger. Elle s'allongea prudemment, s'enfonçant dans le matelas moelleux. Elle soupira. C'est comme dormir sur un nuage. La salle de bain est à toi. Serviettes propres, savon, shampoing, tout ce dont tu as besoin. Je peux prendre une douche ? Bien sûr. L'eau chaude ne manque jamais ici. Vraiment ? Vraiment. Édouard la laissa explorer et alla préparer le dîner. Rien de sophistiqué. Sandwich, soupe, fruits. Nourriture réconfortante pour une journée difficile. Édouard ? La voix de Léna venait d'en haut. Oui. Les serviettes sont si douces. Et elles sentent si bon. Il sourit. Des détails qu'il ne remarquait jamais étaient des découvertes merveilleuses pour elle. 1 heure plus tard, Léna descendit. Elle avait pris sa douche et portait un grand t-shirt qu'Édouard lui avait prêté comme pyjama. « Tu te sens mieux ? » « Oui. L'eau chaude m'a détendu. » Ils dînèrent dans la cuisine. Léna mangeait lentement, savourant chaque saveur. Soupe maison, pain frais, jus naturel. « C'est bon ? » « C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. »« Moi aussi, » approuva Benji. « Moi aussi, » admit Édouard. Après le dîner, ils lui montrèrent le reste de la maison. Le salon, le bureau, le jardin avec de l'herbe verte. « Je peux marcher sur l'herbe ? » Bien sûr. C'est fait pour ça. Léna enleva ses chaussons et marcha pieds nus sur l'herbe. Elle rit du chatouillement. Ça chatouille. Les enfants jouèrent dans le jardin jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Courant, riant. Benji apprit à Léna comment faire des avions en papier. Elle lui apprit à siffler. Édouard les observait depuis le porche. Benji était plus animé qu'Édouard ne l'avait jamais vu. Parlant plus, riant plus. Il semblait plus enfant. À l'heure du coucher, Édouard emmena Léna dans sa chambre. « Tout va bien ? Tu as besoin de quelque chose ? » « C'est parfait. Merci beaucoup. Tu veux que je laisse une lumière allumée ? » « Pas besoin. J'ai dormi dans le noir pendant longtemps. » Édouard n'en doutait pas. Un enfant qui s'était occupé d'une mère malade avait probablement perdu beaucoup de peurs enfantines. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ma chambre est au bout du couloir. » « D'accord, Léna ? » « Oui. Tu as été très courageuse aujourd'hui. Ta mère doit être fière. » Je ne me sentais pas courageuse. J'ai juste fait ce que je devais faire. C'est exactement ce qui te rend courageuse. Édouard souhaita également bonne nuit à Benji. Papa, j'aime bien que Léna soit venue vivre avec nous. Elle ne vit pas ici, nous l'hébergeons juste pendant que sa mère se rétablit. Mais si sa mère ne guérit pas ? Édouard hésita. Comment répondre honnêtement sans l'effrayer ? Alors nous nous occuperons de Léna aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Pour toujours, si nécessaire. J'aimerais ça. Elle est gentille. Et tu es plus heureux quand elle est là. L'observation de Benji surprit Édouard. Les enfants comprennent beaucoup plus que les adultes ne le réalisent. Maintenant, va dormir. Demain, nous retournerons à l'hôpital voir sa mère. Édouard descendit après que les enfants se furent endormis. La maison semblait différente maintenant. Plus vivante. Des rires résonnaient sur les murs, des conversations à table, du mouvement dans le couloir. Pour la première fois en 2 ans, il sentit que la maison était un foyer. À l'étage, Léna se blottit dans la couette moelleuse. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas facilement.
Elle pensait à sa mère, seule à l'hôpital. Les machines qui bipaient. La possibilité de perdre la seule famille qu'elle avait. Mais elle pensait aussi à la gentillesse d'Edouard, à l'amitié de Benji, à la sécurité d'être dans une maison où elle n'avait pas à avoir peur. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir mêlé à la peur. Et dans la chambre voisine, Benji dormait plus paisiblement, plus seul dans une maison silencieuse. Il avait une amie proche et un père présent. Une famille qui grandissait de manière inattendue. Edouard resta éveillé tard, pensant à l'avenir. Carmen pourrait ne pas survivre. Léna pourrait devenir orpheline. Il pourrait devenir responsable d'un enfant qu'il n'avait rencontré que quelques jours auparavant. L'idée ne l'effrayait pas. En fait, pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait avoir un sens. Il monta dans sa chambre, pensant à Clara. Approuverait-elle ses décisions? Comprendrait-elle comment deux enfants courageux avaient complètement changé sa perspective? Il en était certain. Clara avait toujours dit que la vie concernait les liens humains, l'aide à ceux qui en ont besoin, l'utilisation des privilèges pour faire une différence. Il mit du temps à s'endormir, mais quand il le fit enfin, ce fut avec une conscience claire. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, mais à l'intérieur de la maison d'Edward Caswell, quelque chose de précieux grandissait. Une famille née de la tragédie, renforcée par la générosité, unie par la compréhension que parfois, les meilleures choses de la vie viennent des moments les plus difficiles. Une seconde chance qu'Edouard jura de ne jamais gaspiller. Edouard termina son café et regarda l'horloge. 8h30, il avait des réunions annulées, mais certains appels urgents ne pouvaient attendre. Marina est là, annonça-t-il aux enfants. Je vais travailler quelques heures au bureau. La babysitter était revenue après une semaine d'arrêt maladie pour une grippe. 50 ans, cheveux gris, un sourire maternel. Elle connaissait Benji depuis sa naissance. Bonjour, monsieur Caswell, salua Marina. Et voici Léna, je suppose. Salut, dit timidement Léna. Marina, Léna sera avec nous quelques jours. Sa mère est à l'hôpital. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'eux. Edouard s'agenouilla à la hauteur des enfants. Vous resterez avec Marina ce matin. Elle fait le meilleur chocolat chaud de la ville. Vraiment, demanda Léna. Secret de famille, Marina, cligna de l'œil Marina. J'ai appris de ma grand-mère. Benji, fait visiter la maison à Léna. Tes jouets, le jardin, tout. Bien sûr, papa. Edouard monta au bureau. Il alluma l'ordinateur, vérifia ses emails et commença son premier appel. Mais même en se concentrant sur les affaires, une partie de son attention restait avec les voix des enfants venant d'en bas. Léna, viens voir ma chambre. La voix excitée de Benji résonna dans les escaliers. Edouard sourit. Benji n'avait jamais montré ses jouets à personne. Toujours seul, plus habitué aux adultes qu'aux autres enfants. Waouh! La voix émerveillée de Léna arriva. Tu as tout ça? La curiosité l'emporta sur le travail. Edouard enregistra le fichier qu'il éditait et descendit discrètement. Il se tint au bout du couloir, écoutant sans être vu. La chambre de Benji était grande, organisée et remplie de jouets. Voitures de course, blocs de construction, peluches, jeux éducatifs. Cadeaux d'anniversaire, de Noël et d'occasions aléatoires. Edouard avait toujours essayé de compenser son absence par des présents. Voici mon camion de pompier, expliqua Benji. Il a une vraie sirène, écoute. La sirène électronique résonna dans la pièce. C'est trop cool. Léna semblait réellement impressionnée. Il bouge? Oui, et il a une échelle qui monte et qui descend. Tu veux jouer? Je peux? Bien sûr, c'est fait pour jouer. Edouard jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Léna était agenouillée par terre, manipulant le camion avec soin et respect, comme si elle touchait quelque chose de sacré. Et ça? Demanda-t-elle en désignant une énorme boîte de blocs de construction. C'est pour construire des maisons, des châteaux, des ponts, n'importe quoi, vraiment. Tu veux essayer? Benji ouvrit la boîte. Des centaines de pièces colorées se déversèrent sur le tapis. Pour lui, c'était la routine. Pour Léna, c'était comme découvrir un trésor de pirate. Par où je commence? N'importe où. Il n'y a pas de règle. Léna prit une pièce bleue, puis une rouge. Elle commença à les connecter lentement, en expérimentant. Benji s'assit à côté d'elle, aidant, enseignant, partageant. Tu n'as jamais rien construit avant? Demanda Benji. Non. À la maison, j'ai seulement une poupée en tissu que ma mère a faite. Tu veux dire qu'elle l'a cousue?
Oui, avec des chutes de tissu. Elle n'a pas d'yeux ni de cheveux, mais je l'adore. Benji y réfléchit. Où est-elle? À la maison. Je l'ai oubliée quand ma mère est allée à l'hôpital. Elle doit te manquer. Les jouets ne manquent pas aux gens, rit Lena. Les miens, si. Quand je pars en voyage avec papa, ils sont tristes, tout seuls. Édouard sourit à l'embrasure de la porte. L'imagination enfantine de Benji contaminait Lena de possibilités. Qu'est-ce que tu as d'autre? Demanda-t-elle. Des puzzles, des jeux, des livres? Des livres? Tu ne sais pas lire. Je sais un peu. Ma mère m'a appris les bases. Mais les livres coûtent cher. Benji courut à la bibliothèque et revint les bras chargés. J'en ai une tonne. Celui-ci parle d'un garçon qui vole. Celui-là, d'animaux de la forêt. Celui-ci a des images qui bougent quand on tire des languettes. Lena feuilleta les livres avec un soin extrême. Pages colorées, illustrations détaillées, histoires qu'elle n'avait jamais imaginées. Ils sont tous à toi? Tous. Waouh! Le mot sortit comme un murmure. Édouard sentit une boule dans sa gorge. Combien d'enfants dans le monde n'avaient jamais eu leur propre livre? Combien de Benji existaient, contre combien de Lena avaient fin d'histoire? Tu veux que je te lise? Proposa Benji. Tu sais lire? J'ai appris à l'école. Je suis encore lent, mais je peux. Ils s'assirent sur le lit. Benji ouvrit un livre sur des aventures de pirates. Il commença à lire, épelant certains des mots les plus difficiles. Lena écoutait, fascinée. Édouard se retira vers le bureau, le cœur serré. Benji apprenait à Lena à rêver, lui montrant des mondes qu'elle n'avait jamais connus. Il essaya de retourner au travail, mais ne put se concentrer. Les voix continuaient en bas. Et celui-là? Demanda Lena. C'est un robot qui marche et qui parle. Tu veux voir? Le son des moteurs électroniques. Le rire surpris de Lena. Il obéit aux ordres? Certain. Dis marche, il marche. Dis arrête et il s'arrête. Marche. Des pas métalliques du robot. Il a écouté. Arrête. Silence. C'est magique. Édouard redescendit, cette fois en entrant dans la pièce. Vous vous amusez bien? Papa. Benji courut vers lui. Lena n'a jamais vu de robot qui marche. Jamais, jamais, confirma Lena. Seulement à la télé des voisins. Elle peut jouer avec tout, n'est-ce pas, papa? Bien sûr. Pendant qu'elle est ici, tout est à elle aussi. Lena regarda Édouard avec gratitude. Merci. Je ne casserai rien. Ne t'inquiète pas. Les jouets sont faits pour jouer, pas pour être gardés. Marina apparut à l'embrasure de la porte. Les enfants, le chocolat chaud est prêt. Allons-y. Benji tira Lena par la main. Ils coururent en bas. Édouard resta dans la chambre, regardant le désordre organisé. Blocs éparpillés, livres ouverts, jouets sortis des boîtes. Depuis combien de temps cette pièce n'avait-elle pas vu autant de vie? Benji jouait toujours seul, calmement, méthodiquement, comme s'il avait peur de faire du bruit ou de déranger. Mais avec Lena, il était différent. Plus enfantin, plus joyeux. Plus lui-même. Édouard alla à la cuisine. Les enfants étaient assis à table, buvant du chocolat chaud et mangeant des biscuits, discutant joyeusement. Marina, je sors un moment. 1 heure au plus. Bien sûr, monsieur. Continuez à jouer. Quand je reviendrai, peut-être qu'on fera quelque chose d'amusant. Quoi? Demanda Benji, curieux. C'est une surprise. Édouard conduisit jusqu'au centre commercial. Il connaissait bien un magasin de jouets, l'endroit où il achetait les cadeaux pour Benji. Mais cette fois, il avait une mission spécifique. Une poupée. Il n'avait jamais acheté de poupée. Il ne savait pas par où commencer. Des centaines sur les étagères. Grande poupée, petite poupée. Poupées qui parlent, poupées qui pleurent, poupées qui font pipi. Je peux vous aider? Demanda une vendeuse. Je voudrais une poupée pour une fillette de 6 ans. Une préférence? Poupée bébé, poupée mannequin, poupée personnage? Édouard pensa à Lena et à la poupée en tissu que sa mère avait faite. Rapiécée avec des chutes et aimée farouchement. Quelque chose de spécial. Une poupée qu'elle peut emmener partout. Une qui ne se casse pas facilement. La vendeuse le conduisit à une section spécifique. Celles-ci sont plus durables, pour un jeu actif. Édouard examina les options. Une poupée aux cheveux bruns attira son attention. Ni trop grande, ni trop petite. Tenue simple mais jolie.
Des yeux qui clignaient. Un doux sourire. Celle-ci. Excellent choix. Elle vient avec des vêtements supplémentaires et quelques accessoires. Parfait. Il acheta aussi quelques livres pour enfants. Des histoires simples que Léna pourrait lire seule une fois qu'elle se serait améliorée. Il rentra chez lui en 40 minutes. Il cacha le sac dans le coffre. Il voulait que ce soit une surprise spéciale. Il entra par la cuisine. Marina préparait le déjeuner. Comment vont-ils? Ils jouent dans le jardin. Benji lui apprend à taper dans un ballon. Édouard alla à la fenêtre. Les deux enfants couraient sur la pelouse. Benji tapant doucement dans le ballon pour que Léna puisse l'attraper. Elle riait chaque fois qu'elle le renvoyait. Quand avait-il vu Benji si heureux pour la dernière fois? Quand le jardin avait-il connu autant de mouvements pour la dernière fois? Le déjeuner est presque prêt, annonça Marina. Je vais chercher le sac dans la voiture. Et Marina? Oui. Pouvez-vous préparer un panier de pique-nique pour cet après-midi? Nous allons au parc. Bien sûr. Ça fait longtemps que Benji n'est pas allé au parc. Ça faisait longtemps, en effet. Édouard promettait toujours de l'emmener, mais quelque chose de plus urgent survenait toujours. Une réunion, un appel téléphonique, un contrat. Aujourd'hui, ce serait différent. Après le déjeuner, il appela les enfants dans le salon. J'ai quelque chose pour vous deux. Il sortit la poupée du sac. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Pour moi? Juste pour toi. Léna prit la poupée avec respect, touchant les cheveux doux, la robe colorée, les yeux qui clignaient. Elle est magnifique. Comment vas-tu l'appeler? Léna réfléchit sérieusement. Clara. Elle s'appellera Clara. Édouard sentit un pincement au cœur. Clara. Le nom de sa femme. Coïncidence ou intuition d'enfant? Pourquoi Clara? Je ne sais pas. Elle a l'air d'une Clara. Benji s'approcha pour voir la poupée. Elle cligne vraiment des yeux. Cligne. Léna rit, faisant cligner la poupée à plusieurs reprises. Et pour toi, dit Édouard à Benji. De nouveaux livres d'aventure. Merci, papa. Les enfants s'assirent sur le canapé. Léna berçant la poupée, Benji feuilletant les livres. Édouard regardait, mémorisant l'instant. Bonheur simple, naturel, authentique. Quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais que sa présence pouvait offrir. Le téléphone sonna. Sarah, sa secrétaire. Monsieur Caswell, Peterson appelle au sujet de la réunion de demain. Et il y a 3 contrats en attente d'approbation et... Édouard regarda les enfants sur le canapé. Léna chuchotant des histoires à la poupée, Benji lui montrant des images des livres. Sarah? Oui, monsieur? Annulez tout. Aujourd'hui. Tout. Demain aussi. Monsieur? Vous m'avez entendu. Annulez tout. Reportez à la semaine prochaine. Mais monsieur, ce sont des engagements importants. J'ai des engagements plus importants ici. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse objecter. Qui veut aller au parc? Annonça-t-il. Moi. Moi. Les 2 enfants sautèrent du canapé. Nous allons pique-niquer, jouer et prendre des photos. Passer tout l'après-midi là-bas. Vraiment? Demanda Benji, incrédule. Vraiment. Amusons-nous pour de vrai. Marina avait déjà préparé le panier. Sandwich, fruits, jus, biscuits. Édouard attrapa un appareil photo qui traînait dans son tiroir depuis des mois. Le parc était à 10 minutes en voiture. Grand, avec une aire de jeu, un étang à canards et des aires de pique-nique. Édouard le connaissait parce qu'il passait devant tous les jours en allant au travail, mais ne s'était jamais arrêté. Waouh, c'est immense, s'exclama Léna en voyant le parc. Il y a une balançoire. Benji désigna l'aire de jeu. Et des canards. Léna vit l'étang. Ils trouvèrent une table sous un arbre. Édouard étendit la nappe à carreaux que Marina avait mise dans le panier. Les enfants aidèrent à disposer la nourriture. Je peux aller voir les canards? Demanda Léna. Allons-y tous ensemble. Ils marchèrent jusqu'à l'étang. Des dizaines de canards flottaient calmement. Certaines familles leur donnaient des miettes de pain. Sont-ils apprivoisés? Demanda Léna. Très apprivoisés. Ils sont habitués aux gens. Édouard acheta du maïs à une machine voisine et donna des poignées aux enfants. Lancez doucement, ils viendront à vous. Léna lança quelques grains. Un canard s'approcha immédiatement. Elle rit de surprise. Il est venu. Regarde, Benji, lance encore. Appelle les autres. Bientôt,
ils furent entourés de canards. Léna, ravie, comme si c'était le plus grand spectacle. Benji riait de sa joie. Édouard prit des photos. Des dizaines de photos de pur bonheur. Léna nourrissant les canards, Benji lui apprenant les différentes espèces. Les deux souriant à l'appareil photo. Maintenant, allons à l'aire de jeu, suggéra Édouard. L'aire de jeu était pleine d'enfants. Balançoire, toboggan, bascule. Léna hésita à l'entrée, regardant autour d'elle. « Tu n'as jamais joué sur une aire de jeu ?» demanda Édouard. « Non. J'ai seulement regardé de loin. » « Alors, aujourd'hui, c'est ta première fois. » Benji lui prit la main. « Viens, je vais tout apprendre. » Ils coururent vers les balançoires. Benji aida Léna à s'asseoir et lui apprit à pomper avec ses jambes. Édouard les poussa tous les deux alternativement. « Plus haut » cria Léna en riant. « Plus haut » fit écho Benji. Puis vint le toboggan. Léna eut peur au début, il était très haut. Mais avec Benji l'encourageant, elle descendit une fois. Puis encore. Puis 10 fois de plus. « Je vole » criait-elle à chaque descente. Édouard continuait de photographier chaque instant, chaque sourire, chaque découverte. Quand ils furent fatigués de l'aire de jeu, ils retournèrent à la table. Marina avait préparé des sandwichs parfaits. Jambon, fromage, laitue fraîche. Jus frais et biscuits encore chauds. « C'est bon ?» demanda Édouard. « C'est le meilleur pique-nique de ma vie » dit Léna. Avoir mangé, ils jouèrent à chat sur l'herbe. Édouard courait après les enfants, faisant semblant d'être un monstre lent. Il criait et riait, se cachant derrière les arbres. « Attrapé !» cria-t-il en soulevant Léna dans les airs. « Ce n'est pas juste, tu es trop grand !» protesta-t-elle en riant. « Maintenant, c'est à mon tour d'être le monstre » annonça Benji. Ils coururent encore 1 heure. Édouard ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait couru, littéralement couru, pour s'amuser. Sans hâte, sans destination. Quand ils s'affalèrent enfin sur la couverture, épuisés, le soleil commençait à se coucher. « Je suis fatigué » soupira Benji, allongé sur les genoux de son père. « Bonne fatigue » dit Léna en serrant la poupée Clara. Édouard regarda les 2 enfants. Cheveux ébouriffés par le vent, joues roses d'avoir couru, sourire sincère de bonheur. « Papa » dit doucement Benji. « Oui, mon fils ? Merci pour aujourd'hui. C'était le meilleur jour de ma vie. » Benji se tourna et lui fit un long câlin serré, plein d'amour. Édouard sentit des larmes lui monter aux yeux. Quand Benji l'avait-il serré dans ses bras comme ça pour la dernière fois? Quand avaient-ils passé une journée entière ensemble pour la dernière fois, sans interruption? Merci, champion. De m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment? Demanda Léna. Édouard la regarda, puis Benji, puis l'étang où flottaient les canards. Des moments comme celui-ci. Vous deux. Être vraiment présent. Pas le travail? Demanda Benji. Le travail, c'est pour gagner de l'argent. L'argent, c'est pour avoir des moments comme celui-ci. Je faisais tout à l'envers. Ils restèrent dans le parc jusqu'à ce que le soleil se couche complètement. Édouard porta les 2 enfants endormis jusqu'à la voiture. Léna serrant la poupée Clara, Benji tenant l'un des nouveaux livres. Sur le chemin du retour, Édouard conduisait lentement. Il ne voulait pas que la journée se termine. Il ne voulait pas retourner à la réalité des téléphones qui sonnent et des emails urgents. Pour la première fois depuis des années, il avait pleinement vécu dans le présent. Sans penser au prochain engagement, sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Sans hâte. Juste un père jouant avec 2 enfants qui lui apprenaient à redevenir humain. À la maison, il porta les enfants dans leur chambre. Il borda Benji dans son lit et l'embrassa sur le front. « Papa ? Oui. On peut refaire ça ? Nous en ferons notre routine. Promis ? Promis. » Il emmena Léna dans sa chambre et l'aida à se changer. Elle plaça la poupée Clara à côté de son oreiller. « Elle va dormir avec moi ? » Bien sûr. Elle est à toi. Merci pour tout. Le jour le plus heureux de ma vie. Édouard l'embrassa également sur le front. Merci à toi de m'avoir montré comment être un vrai père. Il descendit au salon, attrapa l'appareil photo et téléchargea les photos sur son ordinateur. Des dizaines d'images de pur bonheur. Sourire sincère, moments spontanés. Il les imprima toutes. Il en encadra quelques-unes pour le salon, d'autres pour le bureau. Il voulait se souvenir de cette journée, toujours. Le jour où il avait choisi d'être présent. Le jour où 2 enfants lui avaient appris que le succès ne se mesure pas en dollars, mais en câlins.
Le jour où il avait découvert qu'être père était le meilleur travail du monde. Le téléphone d'Edward sonna à 7 heures du matin. Dr Morrison. Bonne nouvelle. Carmen a obtenu son autorisation de sortie. Vous pouvez la ramener chez elle aujourd'hui. Edward sentit un soulagement et une anxiété simultanée. Carmen allait mieux, mais chez elle, c'était un appartement d'une seule pièce, sans ventilation, un environnement inadapté pour quelqu'un qui se remettait d'une pneumonie. Est-elle complètement rétablie? Physiquement, oui. Mais elle a besoin de repos, d'une bonne nutrition et d'un environnement propre. Pas d'effort pendant au moins un mois. Edward pensa à l'appartement exigu, aux escaliers étroits, à la salle de bain partagée. Carmen ne pourrait pas se rétablir correctement là-bas. Dr Morrison, j'ai une idée. 2 heures plus tard, Edward traversait un quartier de classe moyenne. Petite maison bien entretenue, rue bordée d'arbres. Loin du côté, mais aussi loin de son manoir. Il s'arrêta devant une maison de plain-pied. 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et une petite cour gazonnée. Un simple portail en fer et une façade jaune clair. C'était l'une des propriétés que son entreprise avait acquises pour un projet immobilier annulé. Inoccupé depuis 6 mois, mais en parfait état. Edward sortit son téléphone et appela le gestionnaire immobilier. Marcus, c'est Edward Caswell. J'ai besoin de meubler la maison de la rue des Fleurs, numéro 247. Aujourd'hui. Aujourd'hui, monsieur? Aujourd'hui. Mobilier simple mais confortable. 2 lits, un canapé, une table à manger, un réfrigérateur et une cuisinière. Le strict nécessaire pour louer, pour vivre. Une famille emménage aujourd'hui. Compris. Je m'en occupe. Edward rentra chez lui. Lena emballait anxieusement ses quelques affaires dans un sac. Je vais voir ma mère aujourd'hui? Tu vas la voir. Et plus que ça. Vous allez toutes les deux dans une maison. Notre ancienne maison? Une nouvelle maison. Lena s'interrompit au milieu de son emballage. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une surprise. Ils allèrent chercher Carmen à l'hôpital. Elle était habillée, assise sur une chaise, encore pâle mais souriante. Lena courut vers elle. Maman. Salut, mon ange. Comment vas-tu? Je vais bien. Edward s'est occupé de moi. Et regarde. Lena lui montra la poupée Clara. Il m'a acheté ça. Carmen regarda Edward avec gratitude. Vous n'étiez pas obligé. Si, j'étais obligé. Elle le mérite. Le médecin donna les dernières instructions. Repos, médicaments à heure fixe, suivi dans une semaine. Carmen signa les papiers de sortie. Prête à rentrer à la maison? Demanda Edward. Prête. Ils quittèrent l'hôpital. Carmen parut perplexe devant la direction qu'Edward prenait. Ce n'est pas par là que j'habite. Je sais. Edward conduisit jusqu'à la rue des Fleurs et s'arrêta devant la maison jaune. Carmen regarda, confuse. Pourquoi nous arrêtons-nous ici? Edward sortit, s'approcha d'elle et lui tendit un trousseau de clés. Parce que nous sommes arrivés. À la maison. Carmen regarda les clés, puis la maison, puis Edward. Je ne comprends pas. C'est votre nouvelle maison. La vôtre est celle de Lena. Quoi? Ma maison? C'est une maison modeste, mais sûre et digne. Loin du danger, loin de l'humidité, loin des problèmes. Ed, je ne peux pas accepter ça. Vous le pouvez. C'est le moins que vous méritiez. Vous méritez la paix et l'autonomie. Lena sauta de la voiture et courut vers le portail. Je peux entrer? Carmen tenait toujours les clés, abasourdie. C'est trop? Ce n'est pas trop. C'est nécessaire. Vous devez vous rétablir dans un environnement sain. Lena a besoin de stabilité. Mais je ne peux pas me le permettre? Vous n'avez pas à payer. La maison était vide de toute façon. Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est la justice. Votre fille a sauvé mon fils. Cette maison ne compense même pas 1% de cette dette. Carmen regarda Lena, qui se tenait près du portail, fixant la maison. Maman, je peux voir à l'intérieur? Carmen soupira, acceptant les clés. D'accord. Jetons un coup d'œil. Ils ouvrirent le portail et traversèrent le petit jardin jusqu'à la porte d'entrée. Carmen inséra la clé dans la serrure, tourna, et la porte s'ouvrit. Waouh, murmura-t-elle. Le salon était simplement meublé. Un canapé beige, une table basse, une petite bibliothèque et une télévision de taille moyenne.
Tout était neuf, mais sans extravagance. Léna courut à l'intérieur. Maman, regarde comme c'est grand. Et il y a un vrai canapé. Elle parcourut les pièces en courant. Une cuisine avec un réfrigérateur, une cuisinière et une petite table. 2 chambres avec des lits faits. Une salle de bain privée avec une douche chaude. Simple, mais bien entretenue. C'est ma chambre, cria-t-elle du fond de la maison. Si tu veux, répondit Carmen, encore en train de tout assimiler. Je la veux. Elle a une fenêtre sur la cour. Édouard et Carmen se dirigèrent vers la chambre de Léna. Un espace petit mais confortable, avec un lit simple, une armoire et un bureau pour étudier. Édouard expliqua, désignant le bureau, elle étudiera. Je vais l'inscrire dans une école. J'ai déjà parlé au directeur. Carmen s'assit sur le lit, émue. Ed, tout ça, je ne sais pas comment vous remercier. Vivez. Rétablissez-vous. Soyez heureuse. Léna revint en courant. Maman, il y a une cour. Petite, mais c'est à nous. Ils sortirent pour voir une cour avec de l'herbe, quelques fleurs et un coin étendoir. Simple, mais soigné. Je peux planter des choses, demanda Léna. Tu peux planter ce que tu veux, dit Édouard. Des tomates. Je veux planter des tomates. Carmen rit. La première fois qu'Édouard la voyait rire sincèrement. Elle a toujours voulu des plantes dans l'appartement. Il n'y avait pas de place. Ici, vous pouvez. Ils rentrèrent. Carmen explora chaque recoin. Un réfrigérateur garni de produits de base, des placards avec quelques provisions, des produits d'entretien, du linge de lit propre. Vous avez pensé à tout. Je voulais que cela ressemble à un foyer dès le premier jour. Carmen s'assit sur le nouveau canapé, passant la main sur le tissu. C'est doux. Et ça sent le neuf. Tout est neuf. Pour que vous puissiez repartir à zéro. Léna s'affala à côté de sa mère. Tu aimes ça, maman? J'adore, ma chérie. On va vivre ici pour toujours? Carmen regarda Édouard. Aussi longtemps que vous le voudrez, dit-il. Pas de précipitation pour aller où que ce soit. Et si vous en avez marre de nous aider? Je n'en aurai pas marre, répondit-il. Vous faites partie de ma vie maintenant. Ils passèrent l'après-midi à s'installer. Édouard apporta les quelques affaires de l'ancien appartement. Vêtements, quelques ustensiles, la poupée en tissu de Léna. Tout tenait en un seul voyage. C'était vraiment tout ce que nous avions, murmura Carmen en regardant les 2 sacs. C'était tout. Mais maintenant, nous avons une maison entière, dit Léna avec optimisme. Ce soir-là, Édouard et Benji partirent. Il laissa mère et fille s'adapter à leur nouveau foyer. Elles ont aimé? Demanda Benji dans la voiture. Elles ont adoré. Léna sera toujours mon amie? Bien sûr. Maintenant qu'elle a une adresse fixe, elle peut te rendre visite quand elle veut. Je peux lui rendre visite? Toujours. 3 jours plus tard, Carmen appela Édouard. Voudriez-vous venir dîner? Léna et moi voulons vous remercier de votre gentillesse. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Si. Un dîner simple, mais fait avec amour. D'accord. Quelle heure? 7 heures. Nous serons là. Édouard et Benji arrivèrent à l'heure. Carmen ouvrit la porte, souriante, l'air plus saine et plus forte. Bienvenue chez nous. La maison sentait la cuisine maison. Léna arriva en courant. Benji, viens voir ma chambre. Tout installé. Les enfants disparurent dans les couloirs. Édouard suivit Carmen dans la cuisine. Je peux aider? Presque tout est prêt. La petite table était soigneusement dressée. Une nappe simple, des assiettes dépareillées mais propres, des bougies de fortune dans des bouteilles. C'est charmant, dit Édouard. J'ai appris à rendre les choses jolies avec peu. La nécessité enseigne. Le dîner fut simple mais délicieux. Poulet rôti, riz, salade et farofa. Des saveurs familiales qu'Édouard n'avait pas goûtées depuis des années. C'est merveilleux, complimenta-t-il. Merci. Ça fait du bien de cuisiner dans une vraie cuisine. Les enfants parlèrent de la nouvelle école de Léna, qui commençait la semaine suivante. Benji promit de la présenter à ses camarades de classe. Serez-vous dans la même classe? Demanda Carmen. Non, mais c'est une petite école, tout le monde se connaît, expliqua Édouard. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient dans la cour, Carmen et Édouard s'assirent à table, discutant. Vous savez, dit Carmen, Léna a toujours posé des questions sur son père. Édouard écouta attentivement. C'était la première fois qu'elle abordait le sujet.
Et que lui disiez-vous? Je mentais. Je disais qu'il avait dû voyager, qu'il reviendrait peut-être un jour. Pourquoi? Carmen soupira profondément. Parce que la vérité était trop laide pour un enfant. Voudriez-vous la raconter? Nous avons eu un bon début, vous savez. Il était aimant, travailleur, me faisait rire. Édouard attendit qu'elle continue. Puis il a commencé à boire. D'abord seulement le week-end, puis tous les jours. Puis il est devenu violent. Il vous battait? Il me menaçait, me criait dessus, cassait des choses. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai réalisé que je ne pouvais pas élever un enfant dans cet environnement. Vous vous êtes enfui. Je me suis enfui. Une nuit, alors qu'il était trop ivre pour s'en rendre compte. J'ai pris mes affaires et j'ai disparu. Et après ça? Des années plus tard, j'ai entendu dire qu'il avait été arrêté pour une bagarre de bar qui avait mal tourné. Quelqu'un est mort. Édouard sentit un frisson. Carmen avait échappé à un futur meurtrier. Léna n'a jamais su ça. Jamais. Je ne voulais pas qu'elle ait cette image de son père. Alors j'ai juste dit que nous avions rompu et qu'il était parti. C'était sage. L'était-ce? Parfois, je pense que j'aurais dû dire la vérité. Pourquoi? Pour qu'elle comprenne pourquoi c'était toujours juste nous deux. Pourquoi nous n'avions jamais eu d'aide. Édouard regarda Léna jouer avec Benji dans la cour. Des enfants innocents, ignorant les tragédies des adultes. Elle comprendra quand elle sera plus grande. Si elle le veut. Vous croyez? J'en suis sûr. Elle sait déjà ce qui compte. Que vous l'aimez et que vous avez toujours été là pour elle. Carmen essuya discrètement ses yeux. Vous savez ce qui me fait mal aussi? Quoi? Léna a grandi en pensant qu'elle ne valait rien. Qu'elle ne méritait pas de bonnes choses. Que notre vie consisterait toujours à courir après le strict nécessaire. Et maintenant? Maintenant, elle a une maison, une école, une nouvelle poupée, un vrai ami. Carmen regarda Édouard. Un avenir. Elle a toujours eu un avenir. Elle n'avait juste pas d'opportunité. Est-ce la même chose? Non. L'avenir, c'est rêver. L'opportunité, c'est réaliser. Carmen sourit. Vous avez une façon unique de voir les choses. J'ai appris de vous deux. Surtout de Léna. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Que le courage n'a pas de taille. Que la gentillesse n'a pas de prix. Que la famille n'a pas besoin de partager le sang. Les enfants revinrent, annonçant qu'ils avaient des plans pour la soirée. Benji passerait la nuit dans la chambre de Léna. Il regarderait un film et ferait du popcorn. On dirait que tout est arrangé, rit Édouard. Je peux vraiment rester? Demanda Benji. Tu peux. Mais je viendrai te chercher tôt demain. Promis? Promis. Édouard dit au revoir à la porte. Carmen l'escorta jusqu'au portail. Édouard? Oui. Merci. Pour tout. Pour la maison, pour l'écoute, pour la famille. Merci de m'avoir laissé en faire partie. Édouard rentra chez lui, seul pour la première fois depuis des jours. La maison lui parut trop grande, trop vide, trop silencieuse. Mais pas triste. Car il savait que demain, il y aurait de nouveau des rires, des visites, des conversations. La vie. Il avait découvert que la famille ne concernait pas la taille d'une maison ou la quantité d'argent. Elle concernait des gens qui tiennent les uns aux autres. Carmen et Léna avaient transformé une petite maison en un vaste foyer. Avec simplicité, honnêteté et amour. Et il avait appris que parfois, les meilleures choses de la vie viennent enveloppées de tragédies. De retour à la nouvelle maison, Carmen borda les deux enfants. Ils chuchotèrent des plans pour le lendemain. Maman? Oui, mon ange? J'aime notre nouvelle maison. Moi aussi. Et j'aime Édouard et Benji. Moi aussi. Ce sont nos amis spéciaux. Ils le sont, en effet. Très spéciaux. Pour toujours? Pour toujours. Elle éteignit la lumière et ferma la porte. Carmen s'assit dans le petit salon, réfléchissant à sa nouvelle vie. Simple, propre, humaine. Exactement comme elle l'avait toujours rêvé. Dimanche se leva, clair et ensoleillé. Édouard se réveilla tôt, excité par les plans de la journée. Il y avait une surprise importante qui attendait Léna. Quelque chose qu'il préparait depuis une semaine. Benji, réveille-toi. On va voir Léna et Carmen. Maintenant? Il est encore tôt, gémit Benji en s'étirant dans son lit. Oui, il est tôt. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi? Tu le sauras.
Édouard prit une douche rapidement pendant que Benji s'habillait. Au petit déjeuner, le garçon était curieux. Quelle est la surprise? Si je te le dis, ça cesse d'être une surprise. Donne-moi un indice. Ça a à voir avec l'école. Les yeux de Benji s'illuminèrent. Léna va aller à l'école avec moi? Édouard sourit mais ne répondit pas. Il attrapa un sac caché dans le placard. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un nouvel uniforme scolaire et une boîte à lunch colorée. Ils conduisirent jusqu'à la maison de la rue des Fleurs. Il n'était que 8 heures du matin, mais Édouard savait que Carmen et Léna se réveillaient toujours tôt. Habitude de celles qui avaient passé trop de temps à vendre des bonbons dans les rues. Ils frappèrent à la porte. Carmen répondit, surprise. Édouard. Benji. Si tôt. Bonjour, Carmen. Pouvons-nous entrer? J'ai quelque chose pour Léna. Bien sûr. Elle est dans la cour, en train d'arroser les plantes. Édouard trouva Léna s'occupant de petits plants de tomates. Elle tenait un arrosoir improvisé, une bouteille en plastique percée de trous dans le bouchon. Bonjour, jardinière. Édouard. Benji. Elle laissa tomber l'arrosoir et courut vers eux. Vous êtes venu tôt. Je suis venu parce que j'ai quelque chose de très important pour toi. Pour moi? Édouard s'agenouilla et lui tendit le sac. Ouvre-le. Léna le déballa soigneusement, sortant d'abord l'uniforme. Une jupe bleu marine, un chemisier blanc et un pull gris. Le tout à sa taille. Puis la boîte à lunch. Rose, avec des autocollants de papillons colorés et des compartiments pour un sandwich, des fruits et du jus. C'est un uniforme scolaire, dit-elle en touchant le tissu comme si c'était de la soie. Oui, c'en est un. Mais pourquoi faire? Édouard sourit. Lundi, tu commences dans la même école que Benji. Léna se figea. Littéralement. Elle cessa de bouger, fixant l'uniforme. Le silence s'étira pendant de longues secondes. Léna, s'inquiéta Édouard. Ça va? Elle leva les yeux, brillant d'émotion. Un immense sourire se répandit sur son visage. Vraiment? Une vraie école? Une vraie école. Avec des professeurs, des livres et des amis. Et je serai dans ta classe, ajouta Benji, excité. Léna serra l'uniforme contre sa poitrine. J'ai toujours rêvé d'étudier, sa voix était douce, presque un murmure. Et maintenant, tu le feras. Je ne l'ai jamais dit à maman, parce que je ne voulais pas qu'elle soit triste. Édouard sentit son cœur se serrer. Léna protégeait sa mère, même au prix de ses propres rêves. Pourquoi serait-elle triste? Parce que l'école coûte de l'argent, et nous n'en avions pas. Édouard la serra doucement dans ses bras. Tu mérites d'étudier. Tu mérites de rêver. Tu mérites toutes les bonnes choses que la vie peut t'offrir. Et maintenant, tu auras tout ça. Léna recula pour regarder à nouveau l'uniforme. Je peux l'essayer? Bien sûr. Carmen, peut-elle essayer l'uniforme? Oui, va dans ta chambre, ma chérie. Léna partit en courant, emportant les nouveaux vêtements. Carmen s'approcha d'Édouard. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour elle. Si, je l'imagine. Chaque enfant mérite une éducation. Elle sera une excellente élève. Si intelligente et curieuse. J'en suis sûr. Et elle aura Benji pour l'aider à s'installer. Benji hocha la tête solennellement. Je la présenterai à tout le monde. Et je partagerai mon déjeuner si elle oublie le sien. Léna revint 5 minutes plus tard, vêtue de l'uniforme. Il lui allait parfaitement. La jupe à la bonne longueur, le chemisier ni trop serré ni trop ample. Elle tourna sur elle-même pour se montrer. Comment suis-je? Magnifique, dit Carmen, les larmes aux yeux. Comme une vraie élève, ajouta Benji. Comme une vraie élève, confirma Édouard. Léna prit la boîte à lunch et l'ouvrit. Elle avait des compartiments pour un sandwich, des fruits et du jus. Tout était soigneusement organisé et coloré. Je peux apporter la poupée Clara le premier jour? Tu peux apporter tout ce que tu veux. C'est ton école maintenant. Notre école, corrigea Benji. Nous sommes dans la même école maintenant. Les enfants commencèrent à faire des plans excités. Quelle matière ils auraient, où ils s'assieraient pendant la récréation, à quoi ressemblerait leur professeur. Léna posa 1000 questions, et Benji répondit patiemment à toutes. Jouons dehors, suggéra Benji. Je peux t'apprendre à jouer au football correctement. Au football? Il y a de l'EPS à l'école. Tout le monde joue au football. Je ne sais pas jouer. Je vais t'apprendre.
C'est facile. Ils coururent dans la cour, laissant Édouard et Carmen seuls dans le salon. Vous voulez du café? Offrit Carmen. J'adorais. Ils s'assirent sur le petit porche avant, regardant les enfants dans la cour. Léna portait toujours son uniforme, comme si elle ne voulait jamais l'enlever. Elle rayonne, remarqua Carmen. Oui. Elle va être très heureuse à l'école. Comment avez-vous arrangé sa place? J'ai parlé avec la directrice. J'ai expliqué la situation. Elle a été touchée par son histoire. Et les coûts? Tout est déjà pris en charge. Frais de scolarité, fournitures, uniformes, déjeuner. Tout. Carmen secoua la tête. Oh, vous ne cessez jamais de nous étonner. Édouard prit une gorgée de café et regarda Léna tenter de frapper le ballon. Benji courait à côté d'elle, donnant des conseils et des encouragements. Carmen? Oui. Édouard prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose qu'il devait dire depuis des jours. Léna est entrée dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Même si elle ne le savait pas. Carmen s'interrompit, remuant son café, et le regarda. Que voulez-vous dire? J'étais perdu. Concentré uniquement sur le travail. Oubliant comment être un père. Oubliant comment être humain. Et elle a changé ça. Elle m'a fait voir ce qui compte vraiment. Édouard jeta un coup d'œil à Léna au loin. Elle m'a rendu mon fils. Benji a toujours été votre fils. Il était mon fils biologiquement, mais pas émotionnellement. Je n'étais pas présent. Je ne faisais pas vraiment partie de sa vie. Carmen hocha la tête, comprenant. Et maintenant? Maintenant, nous sommes père et fils. Dans tous les sens du terme. Nous jouons ensemble, nous parlons, nous rions. Il me serre dans ses bras sans craindre de déranger. C'est bien. Édouard se tourna vers Carmen. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je serai éternellement reconnaissant. Vous ne nous devez rien. Je dois tout. Léna a sauvé Benji physiquement. Mais elle nous a sauvés tous les deux émotionnellement. Carmen sourit doucement. Elle a ce don. Elle l'a toujours eu. Voir le meilleur chez les gens. Comment lui avez-vous appris ça? Je ne lui ai pas appris. Elle est née comme ça. J'ai seulement essayé de ne pas me mettre en travers de son chemin. Les enfants revinrent, annonçant qu'ils avaient déjà des plans pour la nuit. Benji dormirait réglé, rit Édouard. Il peut vraiment rester? Demanda Benji. Oui. Mais tôt demain matin, je viendrai le chercher. L'accompagna d'avoir écouté. De ne pas juger. Elle chercha ses mots. De nous voir comme des personnes. Vous avez toujours été des personnes. Toujours spéciales. Je ne me sentais pas spécial. Je me sentais invisible. Et maintenant? Maintenant, je me sens vu. Respecté. Comme si je méritais d'être ici. Édouard regarda par la fenêtre le quartier calme. Des maisons avec des familles, des enfants jouant dans la rue. Vous méritez d'être n'importe où. Cette maison n'est pas une faveur. C'est votre droit. Droit? Léna a sauvé mon fils. Vous avez sauvé mon âme. Si quelqu'un devait quelque chose ici, c'est moi. Carmen secoua la tête. Ce n'est pas une dette. C'est de l'amitié. Exactement. Ils s'assirent dans un silence confortable. Le bruit des enfants qui jouent, l'horloge qui tic-tac. Le sentiment que tout était à sa place. Carmen? Oui. Le passé ne change pas. Mais le présent transforme. En écoutant. Elle le regarda, intriguée. Que voulez-vous dire? Vous avez porté cette histoire seule pendant 6 ans. Maintenant, vous l'avez partagée avec moi. Le fardeau devient plus léger quand il est partagé. C'est vrai. Je me sens plus légère. Et je me sens entier. Connaissant votre histoire. Comprenant d'où vient une telle force. Force. Élever une fille comme Léna, seule. Échapper à une situation dangereuse. Recommencer à zéro. C'est de la pure force. Carmen sourit, les larmes aux yeux. Merci. Ça fait si longtemps que quelqu'un n'a pas vu du courage là où je ne voyais que de la survie. C'est la même chose. Survivre avec dignité est la plus haute forme de courage. Les enfants revinrent, annonçant des plans pour la nuit. Benji resterait dans la chambre de Léna, il dit Édouard en riant. Puis-je vraiment rester? Demanda Benji. Tu peux, mais demain matin, je viendrai te chercher. Promis, promis? Édouard dit au revoir à la porte, Carmen l'accompagna jusqu'au portail. Édouard? Oui, merci pour tout. Pour la maison,
pour l'écoute, pour la famille. Lui seul, pour la première fois depuis des jours, l'a appris que la famille ne se résume pas à la taille d'une maison ou à la quantité d'argent. Elle se résume à des personnes qui tiennent les unes par la simplicité, l'honnêteté et l'amour. J'aime notre nouvelle maison. Moi aussi. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.